lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Comment ça va? Après cette belle victoire des Kings, et après avoir pu constater que d'autres franchises commençaient à vivre ce que tu as vécu pendant des années avec les Kings. Salut Joe Cole, Diego Morito, Fripouille. Comme je disais, Antoine nous rejoindra tout à l'heure pour discuter un peu des sujets qu'on avait prévus ce soir, évidemment imposés par l'actualité. Vous avez forcément vu dans l'après-midi Kyrie Irving. On a appris qu'il souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou, fin de saison, nouvelle dramatique. On apprend ensuite dans la foulée qu'Anthony Davis réfléchit à ne plus jouer cette saison, étant donné que les Mavs risquent d'avoir du mal à atteindre les objectifs fixés par leur GM. Et donc c'est un peu la nouvelle catastrophique. J'ai une grosse pensée quand même pour les fans des Mavs qui sont fidèles depuis des années et qui sont en train de vivre un début d'année assez cauchemardesque, quoi. C'est assez terrible. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Baba Boykins, Thunder Slider. Ouais, est-ce que c'est le karma? Ouais, mais c'est pas ceux qui ont provoqué ça qui sont sanctionnés, quoi. Il n'arrive pas de problème à Nico Harrison qui est toujours en poste. C'est Kyrie qui a été irréprochable dans l'histoire qui est touché. Anthony Davis qui n'a rien demandé, qui est blessé peut-être lui aussi jusqu'à la fin de la saison. Je suis même pas fan des Mavs. J'ai fait partie de ceux qui ont annoncé la catastrophe. Il n'y avait rien de glorieux, hein, tout le monde l'a pressenti, mais personne pensait que ce serait aussi dramatique et je souhaitais pas que ça se passe comme ça. Bon, je m'étais juste dit que à terme ce trade serait catastrophique, pas que ça serait aussi rapidement une catastrophe. Et peut-être qu'avec Doncic il serait arrivé les mêmes problèmes, mais quand même j'ai le sentiment que les choses sont un peu liées, l'atmosphère qui est autour de l'équipe, le fait que certains joueurs ont besoin d'en faire plus, le fait que Anthony Davis soit revenu plus vite, c'est assez terrible. Gary Payton Vert, première late session en direct après avoir poncé les replays sur YouTube. Bienvenue à toi, bienvenue en direct. Alors t'as pas de chance, tu viens sur un soir où Antoine va arriver un petit peu en retard, mais bienvenue à toi. Viflune Kyrie, ça pourrait être fin de carrière? Je ne pense pas. C'est intéressant de le soulever la question, parce que Kyrie va avoir 33 ans dans quelques jours. Kyrie a déjà subi des blessures assez costauds. Même à cet âge-là, je pense quand même qu'il va revenir. Il aime trop le basket. Je le vois pas arrêter comme ça. J'ai l'impression qu'il a l'air de prendre ça un peu comme une épreuve. Oui, c'est 8 à 12 mois et il va manquer même une bonne partie de la saison prochaine, c'est certain. Ce qui d'ailleurs, c'est aussi une catastrophe pour les Mavs de ce point de vue-là, parce que Nico Harrison pouvait toujours dire vous verrez l'année prochaine, cette année c'est un peu voilà, mais à plutôt court terme on sera bon. Là malheureusement avec si c'est que Anthony Davis qui est apte la saison prochaine, que Kyrie peut pas jouer, qu'il n'y a pas d'autres recrues majeures, c'est une situation comme Davis en a connu aux Pelicans ou aux Lakers finalement. C'est compliqué. Je pense quand même pas qu'on doive parler de fin de carrière pour Kyrie. Je serais très surpris en tout cas. Mais ça fait mal à cet âge-là. KD et Clay se sont remis du tendon d'Achille, les croisés c'est plus commun. Oui, après il y a la question de l'âge aussi qu'il faut prendre en compte, mais effectivement, et même le tendon d'Achille c'est beaucoup moins rédhibitoire qu'à une époque. Hein. Je me souviens qu'à une époque c'était tout de suite, tu savais que le joueur allait quasiment parvenir à son meilleur niveau. Aujourd'hui c'est quand même c'est mieux soigné, on en revient plus facilement. Désolé pour ce serait pas une late session sans problème technique. C'est peut-être pas le dernier de la soirée. J'espère pas. Non, je disais que pour Kyrie, non, c'est pas fin de carrière, mais c'est une catastrophe pour les Mavs, c'est une catastrophe pour Kyrie, c'est une catastrophe pour les amoureux de basket, parce que même si Kyrie a eu quelques errements en termes de productivité dans sa carrière récemment, c'est un joueur tellement fabuleux à avoir joué, tellement beau. Les ralentis sont faits pour des joueurs comme ça.
il a un physique plutôt banal et il arrive à faire des choses tellement, tellement dingues et magnifiques. Et j'étais content pour lui. Moi, je vous ai déjà expliqué mon histoire avec Kyrie. C'est un joueur que j'ai adoré, vraiment adoré dès le début de sa carrière. Même à Duke, j'aimais déjà bien, parce que sur le peu de matchs qu'on avait vu de lui, je le trouvais cool. J'ai acheté son maillot, son année rookie. J'ai acheté le maillot de Kyrie Irving à Cleveland. Et après, petit à petit, bon, voilà, j'ai toujours du mal un peu à... Sur 2-3 trucs, j'ai eu du mal avec lui. Je trouvais qu'il était plus trop concentré sur le basket. Je le trouvais un peu décevant de ce point de vue-là. En tout cas, j'avais peur qu'il ait du mal à se reconcentrer. Et là, le revoir épanoui à Dallas, alors que j'y croyais pas particulièrement, c'était du bonheur. C'est du bonheur de le voir comme ça. Il a contribué à ce que les Mavs aillent en finale. C'est assez terrible. Et là, ils avaient une chance avec Luka, avec Kyrie, ils avaient une chance d'y retourner. Et tout faire péter comme ça, plus la blessure, c'est assez terrible. Ouais, il y a une player option, Joe Cole, tu fais bien de le signaler. Est-ce que les Mavs vont prolonger? Est-ce que c'est dans leur intérêt maintenant? Parce que là, à la place des propriétaires là, qui supposément veulent dégager, veulent que la franchise perde toute valeur, bah, est-ce que c'est pas le moment de continuer la politique de la terre brûlée comme ça? Preuve d'amour pour Kyrie, acheter un jersey aussi moche que celui des Cavs. Alors contrairement à Antoine, qui est un peu un esthète, un amoureux du design, des maillots, des beaux maillots, moi j'avoue que j'aime un joueur, j'aime une équipe, je prends le maillot. J'ai pris des maillots d'Orlando qui étaient horribles. J'ai pris d'autres... j'ai eu d'autres maillots moches, mais moi si j'aime bien le joueur, je m'en fous un peu. Player option qu'il allait peut-être pas prendre à la base, et là pour la sécurité il va la prendre. Ouais. Je me suis posé la question parce que est-ce qu'il l'aurait prise déjà sans la blessure? C'est une bonne question, parce que moi à sa place je prolonge à Dallas pour les sous, certes, à la base, mais aussi parce qu'il y a Luka Doncic qui a 25 ans, avec lequel il s'entend à merveille, avec lequel ils arrivent à mener l'équipe en finale en une saison, en fait. Il est arrivé sur la deuxième partie de la saison précédente, mais c'était assez fou. Et donc à sa place, j'aurais réfléchi. En tout cas, je sais pas ce qu'il aurait fait. Peut-être qu'il serait juste dit, bon bah je reste à Dallas, il y a Anthony Davis que je connais bien. Peut-être. Il aurait aussi pu se dire, non, je recherche un dernier projet cool, maintenant que je suis bien dans ma tête, je suis focus sur le basket. Il l'aurait chopé le contrat. Et peut-être que s'il n'est pas prolongé et qu'il y a des garanties sur sa convalescence, sur son rétablissement, c'est pas impossible qu'une équipe mise sur lui. On peut se poser la question, et je désintègre mon micro en direct. On peut se poser la question. Mais ouais, maintenant on peut aussi se demander ce que vont faire les Mavs. Je regardais au niveau des prochains tours de draft, ils n'ont pas grand chose qui leur appartient, parce que ceux qui ont fait les moves à l'époque n'avaient pas particulièrement prévu qu'il y aurait plus Luka et que l'équipe serait plus compétitive, donc les picks leur appartiennent pas pour la plupart d'entre eux. Je sais pas comment ils se reconstruisent. Comment ils se reconstruisent avec ils auront Anthony Davis en franchise player, qui malgré tout son talent est pas fait pour ça. Je pense qu'il n'est pas taillé dans ce bois-là, même à cet âge-là. C'est vrai qu'il y a Klay Thompson dans cette histoire-là, j'y pensais même plus. Klay quitte les Warriors pour se retrouver en espérant une situation où il peut prendre sa revanche, où il peut être compétitif, et il se retrouve dans ce marasme-là. Ça m'étonnerait pas qu'il s'en aille non plus. Hein. Enfin, en tout cas, qu'il le trade. AD va demander son trade aux Lakers cet été. Est-ce qu'AD peut demander son trade oui, c'est même pas exclure. Hein. C'est même pas exclure. Et est-ce que les Mavs vont finir à Las Vegas? C'était la fameuse théorie du complot. Théorie, c'est même plus du complot maintenant, honnêtement. Il y a beaucoup d'éléments qui accréditent cet intérêt-là pour les proprios. La famille Edelson, qui ont mis le gendre, l'un des gendres à la tête de la franchise, et qui connaît visiblement strictement rien au basket. Est-ce qu'ils ont leur pic de 2025? C'est une bonne question. Je regarde. Dallas Mavericks Future Picks. Si vous avez la réponse sous la main, je veux bien. Hein. Mais je cherche en même temps. C'est juste que j'ai vu passer un tweet sur le futur 2026-2027. 2025, ils l'ont, effectivement. Ils ont leur premier tour, mais ils partent quand même de loin pour avoir un pic intéressant.
Ils ont pas leur premier tour 2020. Ah si. Il y a une histoire de swap après, c'est sur les années futures qu'ils ont. Il y a un droit de swap pour OKC pour 2028. Visiblement, ils ont aussi leur pic 2026, donc je me suis un peu avancé. Mais c'est un tweet qui disait que entre 2028 et 2030, je crois, ils avaient perdu le contrôle de leur pic. Donc sur un futur relativement proche, ils peuvent pas non plus se dire bah petite traversée du désert et on reviendra après quoi. on va drafter des bons joueurs ou alors il va falloir faire des moves pour récupérer les pics et c'est une tannée. C'est pour ça que tout ce qui se passe n'a aucun sens. Je suis désolé, je me répète, je radote, je comprends toujours de moins en moins ce qui s'est passé. Indépendamment des blessures, j'aurais dit la même chose. Là, c'est le scénario catastrophe parce que Anthony Davis fait un super premier match avant de se blesser. C'est un très 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 bon joueur, encore une fois. Faut pas dire que c'est un manque de respect de dire que le deal vaut pas parce que Doncic est bien meilleur que Davis. Mais ça n'a aucun sens. Prendre un joueur pas fiable physiquement, pas ultra fiable en tout cas physiquement, je comprends pas. Ah, le compte Twitter, ah bah oui, Mavs.fr, j'imagine. Hein. C'était déjà. Son message, il était poignant quand même, enfin, après le départ, après l'annonce du trade. Alors voyons, je vais aller voir ce qu'il raconte. Donc ouais, déjà son message épinglé, le 2 février restera le pire jour de l'histoire des Dallas Mavericks. Ah oui, effectivement, c'est terminé, tout ce qui était beau de cette franchise appartient désormais au passé. Il a tout détruit, les Dallas Mavericks ne sont plus. Bah, ça peut paraître... ça peut sembler être un peu alarmiste et exagéré, mais franchement, je comprends. Franchement, je comprends parce que quand tu t'entiches d'une franchise comme ça pendant des années, que tu as deux joueurs comme Dirk Nowitzki puis Luka Doncic qui t'assurent une forme de compétitivité, qui incarnent quelque chose. Il y a un peu les valeurs de fidélité quand même chez les Mavs, climat un peu familial. Je rentre pas dans les histoires qu'il y a eu avec Cuban et le front office et machin, mais juste sur l'équipe, ça a toujours été plutôt sympa de supporter les Mavs, je pense. En tout cas depuis 20 ans. Et là, que quelqu'un de totalement déconnecté de la situation, pas juste Nico Harrison, je parle, hein, le fait que... Parce que Nico Harrison, c'est le principal responsable, on est d'accord, mais normalement, dans toute entreprise digne de ce nom, il a quand même un supérieur ou des supérieurs, il y a les proprios qui peuvent aussi lui dire comment ça, de quoi comment ça, Luka Doncic, c'est pas censé être un des meilleurs joueurs du monde et il a que 25 ans et on vient pas d'aller en finale et juste avant on n'avait pas joué des finales de conférence. Donc ouais, c'est de sa faute, mais il a été laissé libre quand même. Harrison pourra tenter de dire qu'il avait raison mais qu'on l'a pas vu à cause du signe indien. Je sais même pas s'il pourra dire ça, honnêtement. Parce que oui, quelque part il pourra le dire parce qu'on n'aura pas vu, on n'aura pas vu Anthony Davis, on n'aura pas vu Kyrie ensemble là, mais non, même en fait ça aurait pas fonctionné. Et puis son raisonnement n'est pas quand même finalement. Lively et Gafford, ça lui est monté à la tête, il s'est pris pour Dieu. Bah, il a fait des bons choix et puis je pense qu'autour de lui il a peut-être eu que des gens qui lui ont dit qu'il était incroyable et qui devrait s'affirmer. Face à Doncic, pardon, je pense. Salut C-Web Timeout, content de l'activité Reverse en ce moment, merci. Ben, merci à toi de nous suivre sur les différentes plateformes. C'est très cool. D'ailleurs, si vous nous aviez suivi l'année dernière, on avait fait pour changer totalement de sujet, hein, je passe du coq à l'âne, mais pour parler de la diversité de l'activité. On va refaire des previews des tournois NCA garçons et filles, je pense, parce que il y a encore des joueurs très intéressants qu'on sera amené à aborder l'année prochaine en NBA et en WNBA. Et on vous refera des petites vidéos comme ça. Peut-être c'est Elon qui lui a dit que c'était plus efficace, c'est sa spécialité, il paraît. Peut-être que c'est un fan d'Elon Musk et qui a l'impression qu'il doit tout changer, que c'est le maître du monde, ouais, c'est possible, ouais.
Ouais, Oblomov-China, désolé. Point Godwin. Je suis désolé, mais ça va être un point Godwin pendant 1000 ans, hein. Ce choix. Déjà, on a mis du temps à l'époque à plus parler de la boulette qu'avaient fait les Kings et les Hawks en draftant pas Luka. À chaque fois, on disait, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu Et j'incluais pas encore les Suns parce que Ayton a plutôt fait un début de carrière convaincant. Il est en finale relativement rapidement, quand on y pense. Mais moi, je vais avoir du mal à. J'ai du mal à ne pas tout analyser par le prisme de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu as une franchise qui est très compétitive et qui est finaliste sortant, qui a tous les arguments pour être encore compétitive pendant pas mal d'années, et qui renforce par une lubie, à cause d'une lubie, une équipe de la même conférence, parce que quand même souvent, les GM le disent. Ils essayent aussi de ne pas renforcer des concurrents théoriques quand même. Et même si ça peut ne pas être un concurrent tout de suite, c'est un concurrent à moyen terme ou à long terme. Là, ils renforcent un concurrent. Je crois, si on doit faire dans le complot, moi je crois pas qu'il ait vraiment contacté sérieusement d'autres franchises NBA. Je crois pas au coup des Wolves ou à les Bucks pour Yanis. Je suis même pas sûr qu'il ait fait, parce que c'est venu après. Encore une fois, il est indéfendable le trade, t'as raison. Mais il aurait été un tout petit peu moins indéfendable s'il l'avait chopé, s'il l'avait mis sur le marché en disant on n'en veut plus, quelle qu'en soit la raison. Et venez, c'est la ruée vers Luka. Il y a la ruée vers l'or, là c'est la ruée vers Luka. Et faites vos meilleures offres, parce qu'on va pas le lâcher pour rien. Ah, et Antoine qui arrive, je vais le rajouter les gars. Attendez 2 minutes. Alors, hop. Voilà. Normalement, on t'entend, Antoine. Hello, hello. Salut à tous. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas d'écho. Vous me dites s'il y a un écho quand Antoine parle. Il y a du monde en ligne. C'est cool. Commence à parler du trade de Doncic. Enfin, d'abord de Kyrie, hein. D'abord de Kyrie, mais après ça a évidemment bifurqué sur les Mavs, sur Davis, sur la catastrophe nucléaire qui se profile du côté des Mavs. Ouais, c'est dur, c'est clair. Il est beau cet Antoine, nous dit-on. Ouais, il est fatigué. C'était bien l'entraînement ? C'était pas fantastique. D'accord. Pas le meilleur entraînement du monde. Bonsoir à tous. No comment. Là, c'est qu'on a toujours le son de cloche de Nakayane, coéquipier d'Antoine dans son équipe. On sait que si un jour Antoine il arrive et qu'il nous dit putain, j'ai mis 48 points sur l'opposition du soir, j'étais injouable, j'ai claqué un dunk sur un mec, on aura Nakayane pour nous dire que c'était pas vrai. Ouais, sans doute j'aurais rêvé. Mais ouais. Antoine, quel est ton ressenti, la blessure de Kyrie? Là, j'avoue, ce matin dans le CQFR, je disais que ça sentait pas bon, mais il n'y avait pas tellement d'autres indications. Il n'y avait même pas spécialement de tweet qui disait les Mavs sont en panique pour la blessure de Kyrie, mais je sais pas, moi j'ai eu un feeling, l'espèce de passage sur la ligne des lancers, tu sais, où il... Moi j'ai vu des petites larmes, mais je l'ai aussi vu faire Thank You God. Je me suis dit, il est en train de nous faire le gars. Enfin, nous faire. C'est pas péjoratif ce que je dis du tout, attention. Hein. Mais tu sais, genre, bon, allez, j'accepte le fait que je vais traverser une épreuve. Je sais que je me suis bien niqué le genou. Et voilà, quoi. Ouais, c'est cruel. Hein. Je trouve ça cruel pour lui. C'est cruel pour la fanbase des Mavs, pas pour les Mavs. J'ai plus aucun état d'âme pour les Mavericks en tant que franchise, mais pour la fanbase, c'est dur. Pour le joueur, c'est dur. Après, est-ce que c'est complètement imprévisible? Parce que tu vois, il y a évidemment une part de malchance, surtout dans des grosses blessures comme ça, mais est-ce que c'est complètement imprévisible pour un joueur comme Kyrie Irving qui est souvent blessé, tu vois? Bon, c'est un peu comme pour Anthony Davis. Est-ce que c'est si surprenant? Et tu sais, pour revenir au trade, en fait, toutes ces blessures-là, elles prennent une toute autre
elles ont une toute autre, on a une toute autre lecture si Luka Doncic est encore là, parce que de toute façon, tu te dis, bah, si Kyrie Irving il se remet jamais, c'est pas grave, tu vois. Enfin, c'est pas grave. C'est triste pour lui, c'est chiant et tout, mais tu te dis que la franchise, elle va, de toute façon, elle tourne autour de Luka Doncic et c'est tout ce qui compte. Mais là, quand tu as transféré Luka Doncic et que en transférant Luka Doncic, tu as dit, on pense qu'on est des meilleurs candidats pour le titre dès cette saison et dans le futur, et que derrière le joueur sur lequel tu as misé, les deux joueurs sur lesquels tu as misé, ils vont peut-être finir leur saison en ayant joué un match ensemble. Voilà, à partir de là, en fait. Et c'est vrai que tu sais que j'ai fait la news sur Basket Session tout à l'heure. Et j'avais zappé, enfin, ça fait tellement longtemps, enfin c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là, Kyrie, mais il va avoir 33 ans dans quelques jours. Les croisés à 33 ans, c'est pas ouf quand même. Bah, ouais, sa carrière, il y a une vraie. Ah, Ouais, il va rejouer, hein, question, quoi. il va revenir, mais dans quel. Non, mais dans quel état, dans combien de temps, tu vois, il y a beaucoup de questions quand même. Revenir, c'est une chose. Moi aussi, je pense qu'il va revenir, mais je sais pas quoi penser de la suite de sa carrière. J'ai l'impression que les ambitions des Mavs, elles sont déjà. Après, on ne sait pas, cet été, il peut y avoir un trade. Tu fais venir Kevin Durant, un autre joueur trentenaire souvent blessé. Va savoir ce qui peut se passer, mais j'ai l'impression que ouais, en un mois, tout ce qui a été promis par les Mavs après le trade, bah, c'est déjà mort. En fait, j'ai l'impression que c'est déjà mort. C'est terrible. Alors moi, j'y ai jamais cru, mais il y a des gens qui ont bien dû, il y a bien quelques personnes qui ont dû y croire. J'ai l'impression que ça, c'est déjà mort. Bah, c'est ça. Et tu vois, le coup du karma, ça m'attriste un peu parce que, c'est ce que dit Moulpi, parce que le karma, il aurait fallu que ça touche Harrison. Alors Harrison, ça met en péril sa crédibilité. Est-ce qu'il lui restait de crédibilité auprès des gens qui le... Parce que faut pas croire, il y a des gens qui étaient... Il y a aussi des gens qui étaient d'accord, hein. On le voyait dans les commentaires de nos vidéos. On disait arrêtez, il a bien fait, Doncic, il est hors de forme, blablabla. Mais le karma, là, il est en train de toucher Anthony Davis, qui a rien demandé dans l'histoire, qui vient, qui joue, qui s'arrache pour essayer d'être bon sur le premier match et qui est bon, qui se blesse. Et Kyrie Irving, qui est irréprochable depuis qu'il est à Dallas, qui a contribué à les emmener en finale, qui est super épanoui. Et c'est eux qui payent, quoi. C'est ça qui est le karma, bon, bof, hein. Voilà, le coup de la. Moi, je crois en ça, hein, Viflune. On ne sait pas si ce serait arrivé si Luka était toujours là. Est-ce que Kyrie se fait les croisés? Est-ce qu'il y a l'hécatombe de tous les intérieurs qui se pètent? Mais s'il y a une pression, il y a des attentes, il y a une atmosphère un peu pourrie. Ils doivent répondre à des questions constamment là-dessus. Ça occupe l'esprit, mine de rien. Donc, moi, je crois que ça peut jouer, ça. Et c'est Nakayane qui m'envoyait justement ça, en fin d'après-midi, mais Kyrie Irving, 39 minutes par match sur le dernier mois. C'est beaucoup trop pour un joueur comme lui qui joue 55 matchs par saison. Il se retrouve à jouer 39 minutes parce que tu as une pression pour te qualifier en playoff, parce que tu as dit que tu étais mieux armé pour le titre que l'an dernier quand tu vas en finale avec Luka Doncic. Plus gros temps de jeu de la NBA, tu vois, Inudi Nakayane sur le dernier mois, c'est, C'est je veux fou. dire, à quoi tu t'attends en fait? C'est pour ça que je dis à la fois c'est de la malchance et à la fois est-ce que c'était si imprévisible que ça? Je pense qu'on pouvait s'y attendre et je pense qu'Anthony Davis, hein, je le répète, hein, à mon avis, on le reverra pas cette saison. Non, mais c'est sûr. Je le pense depuis Tu un le dis, moment. tu le dis depuis très, Je le pensais déjà avant la blessure de Kyrie au passage, hein. tu le dis depuis très longtemps. Et là, ce que je disais en début de stream, c'est que euh, c'est comme ça que Shams Charania le relaye, c'est le clan d'Eddie s'est réuni en gros pour commencer à réfléchir à la possibilité de... Parce que là, concrètement, il n'y a pas Kyrie, il manque une tonne d'intérieur, et c'est super compliqué au classement. Davis qui a déjà tendance à se blesser, qui là peut-être aurait tenté de revenir un peu trop tôt, il est peut-être déjà revenu un peu trop tôt d'ailleurs sur la première blessure. Pourquoi risquer de rejouer là alors que la saison est en train de s'échapper? Ça rime à rien. À la limite, si lui il a envie de faire partie du projet et d'être la figure de proue l'année prochaine, qui se repose maintenant, enfin qui continue de rester au chaud. Et moi, je suis même inquiet pour leur. En fait, tu sais, donc je le disais, quand je dis que leur projet il est déjà mort en 30 jours. Donc là, cette saison, je pense que tout le monde avait acquis que les Mavs n'allaient pas gagner le titre. Euh, L'an prochain, donc Kyrie il revient en janvier, en fin de saison, en milieu fin de saison, va savoir dans quel état. Anthony Davis, ça va lui faire beaucoup de pression sur les épaules sur les premiers mois de la saison.
généralement beaucoup de pression sur les épaules, ça potentiel de blessure plus élevé. Il reviendra aussi de blessure. Pareil, on est sur un joueur qui va se rapprocher, qui aura 33 ans l'an prochain, là où Kyrie fêtera ses 34. Klay Thompson, cette équipe, elle est très loin là de jouer le titre même l'an prochain en fait. C'est con, ils avaient un joueur de 25 ans. Ouais, bah... C'est assez terrible. C'est assez terrible. Et pour répondre aux interrogations sur Dirk, il n'a pas eu besoin de faire de déclaration. Il était très classe comme toujours. Mais le fait d'être direct présent au premier match de Luka avec les Lakers tout de suite et d'être un peu plus souvent à LA qu'à Dallas, ça trompe pas. C'est que je dis pas qu'il a changé de camp. Hein. Ça reste un fan des Mavs à vie. Ça a été le meilleur joueur de leur histoire, mais c'est pas anodin. En fait, je connais. Il n'y a pas de joueurs, il y a pas de joueurs ou de gens qui ont une parole habituellement pertinente, qui ont compris ce qui s'est passé et qui trouvent qu'Harrison avait raison. Bah ouais. Non, ouais. Il y a des mecs il y a des détracteurs de Doncic qui ont dit qu'Harrison avait raison, mais Harrison, il va peut-être même perdre son poste en fait. Très vite, hein. Faudra pas être étonné si dans 1 an et demi ou dans 1 an, Nico Harrison il se fait virer, tu vois. Ce serait presque le move. Si le Dumont qu'on connaissait pas, là, je disais tout à l'heure, qui est le gendre de la famille, machin, qui a fait un peu le kéké en arrivant quand même, ouais, on soutient le GM, et qui a versé dans la narration de Luka est gros et prend pas soin de lui et il fume ça et il boit ça, machin. Si là, lui, il veut sauver sa crédibilité ou... Bah ouais. Là, si demain il vient Nico Harrison, il peut un peu dire à la fanbase, on a déconné, je venais d'arriver, je me suis dit le gars il est là en finale, je l'ai cru, mais je reprends le contrôle, maintenant on va... Là c'est presque le seul move, et j'aime pas appeler au renvoi de quelqu'un, même si Nico Harrison vivra très très bien dans un monde sans emploi, vu l'argent qu'il a gagné, même avant sa carrière de GM, il n'y a pas de problème. Mais c'est presque le seul move pour sauver la face pour les proprios, je trouve. Parce que, et d'un côté, s'ils le gardent, ils peuvent tout mettre sur lui. C'est de sa faute, c'est lui qui a tout fait. Mais moi, je pense que ça va arriver, en fait, le renvoi de Nico Harrison. Il y aura un retournement de veste terrible des propriétaires. Et c'est lui, ça sera lui qui va sauter. Et Jason Kidd. Mais il n'y a même pas de grosse perspective de reconstruction. Tu n'as pas de pic en 2027, tu n'as pas de pic en 2028, tu n'as pas de pic en 2029, tu n'as pas de pic en 2030, tu n'as pas la main sur ces 4 tours de draft. Tu n'as pas un jeune qui est susceptible de porter le projet. J'ai lu, tu vois, Joe Cole qui dit Christie, Lively, c'est l'avenir. Ouais, c'est l'avenir, mais dans quelle mesure, en fait? Oui, Lively, il a 21 ans, Christie, il en a 22, c'est 2 bons joueurs. Après, Max Christie, d'ailleurs, ça s'est calmé un peu depuis. Hein. Ça y est, les matchs, c'est redescendu un petit peu. C'est des bons joueurs, mais il n'y en a aucun des deux qui est même ne serait-ce que proche du niveau All-Star. Ou même, je vais même aller plus loin que ça, il n'y en a aucun des deux qui montre le potentiel pour devenir un All-Star un jour. Donc on est quand même loin du compte, quoi. Non, ils sont très bien dans une équipe où il y a un joueur comme Doncic. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que c'est assez terrible. Oui, et Piqui précise, ok, ici il y a le pic des Mavs de 2028, avec déjà celui des Sixers de cette année. Oui, puisqu'il y a des GM qui prévoient sur le futur et qui arrivent à... Je sais pas s'ils auront celui des Sixers de cette année, du coup, pour le coup. Je pense que Philly va peut-être réussir à rester dans le top 6 des plus mauvaises équipes. Enfin, pour l'instant, c'est pas gagné. Ils ont pile le 6e bilan. Donc, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un de hors top 6 qui monte à la loterie. Mais ouais. C'est triste pour la fanbase des Mavs. La fanbase des Mavs, c'est terrible. Je suis là, je suis fan des Mavs. Je vois vraiment plus pourquoi j'ai envie de... Je sais même plus. En fait, j'ai plus envie de soutenir cette. Ce que je sais pas quel niveau, qu'est-ce qui va m'exciter sur cette franchise pendant 3 ans. En fait, j'ai envie d'hiberner, d'arrêter de suivre la ligue et d'attendre que ça reparte de zéro. Mais tu te rappelles quand on avait parlé de la fameuse théorie avec les proprios qui veulent faire déménager la franchise et tout. Dans l'énoncé de la théorie, il y avait dégoûter les gens de soutenir, d'acheter des places, des abonnements. Regarde ce qu'on disait ce matin, la hausse des abonnements à la saison pour l'année prochaine. Si c'est pas fait pour dégoûter les gens et pour rendre la franchise plus du tout bankable,
Je vois pas ce que c'est d'autre. Alors là, ils ont pas volontairement blessé Kyrie, ils ont pas volontairement blessé Anthony Davis, mais l'enchaînement d'événements, ça accrédite un peu quand même cette volonté de bouger. Hein. Cette volonté que la NBA se dise, ouh là là, qu'est-ce que vous nous faites Dallas, vous avez pas de pic entre 2027 et 2030, vous avez aucun joueur excitant qui remplit des salles, vous allez tanker peut-être comme personne a tanké d'ici 2 ans. Est-ce que c'est pas le moment qu'on vous déplace alors qu'on a le marché de Las Vegas qui nous appelle? Il y a tout qui s'imbrique très très bien pour les partisans de cette théorie. Hein. Ouais, bah ouais, c'est sûr, hein, ça donne envie de croire à la théorie du complot. Ils se sont exprimés sur le sujet depuis, ils ont dit que c'était pas le but, etc. Mais effectivement, tu peux toujours dire que c'est pas le but et après faire marche arrière. En tout cas, pareil, le timing de l'augmentation des abonnements, il est quand même super mal choisi. T'imagines, tu choisis ça au moment où ton équipe est en train de galérer. Alors, c'est juste avant la blessure de Kyrie Irving, hein, ça, c'est pas de bol. Mais ton équipe est pas sur une très bonne phase. Tu as déjà ta fanbase que tu t'es mis à dos. Tu n'as pas anticipé ce backlash et derrière, tu augmentes le prix des abonnements. Effectivement, tu as l'impression que tout est fait pour faire fuir les gens de la salle. Et tu vois, dans le match d'hier, d'ailleurs, qui perdent, l'écart est tellement en faveur de Sacramento qu'il y a tout le monde, enfin, qu'il y a une grande partie de la salle qui est partie dans le 3e quart-temps, quoi. Là, tu vois la salle se vider. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça va peut-être pas parler à tout le monde et ça n'a rien à voir en soi, hein, mais j'imagine que si j'étais fan des Mavs, je me sentirais comme je me suis senti. Et c'est différent encore une fois, hein, parce que là, il y a une notion de transfert, mais quand l'OM a vendu Drogba à Chelsea, après une saison, alors qu'il commençait vraiment à cartonner et il y avait les promesses d'un avenir plutôt cool, et que derrière, donc avec l'argent qu'ils ont récupéré, ils ont acheté Peggy Loindula et des joueurs très moyens autour. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai boycotté de chez moi. Hein. J'ai pas regardé pendant 10 ou 12 matchs, je sais plus, les matchs de Marseille, tellement j'étais dégoûté. Et tu vois, tu as une sensation de vide et de te dire, mais de toute façon, là, il peut rien se passer de bien en fait. Donc pourquoi est-ce que je vais m'infliger ça? Je pense que là, une grande partie des fans des Mavs doivent se sentir comme ça en fait. C'est vraiment, tu vois, je te disais, faire un break de 3 ans, j'exagère peut-être, mais là, tu sais que pendant un moment, il n'y aura pas de raison de t'exciter autour de ta franchise. Et comme tu n'es pas maître de tes tours de draft, parce que le pire, tu ne serais pas maître de tes tours de draft entre 2025 et 2027. Tu te dis, bon, allez, on a encore Davis l'an prochain, tu vois, peut-être on va être compétitif, on a encore cette équipe. Mais là, tu te dis, donc là, tu sais que tes 2 prochaines années, elles vont être terribles parce que tu n'as pas Kyrie pendant 1 an, parce qu'Anthony Davis va se blesser. Tu sais déjà que ton équipe, elle ne va pas jouer le titre, que tout va tourner autour du transfert de Luka. Et en plus, la fenêtre, quand tu as passé ces 2 ans où Davis et Kyrie Irving sont peut-être trop vieux et que tu te dis, ah, c'est peut-être le moment de reconstruire, c'est le moment où tu n'as pas tes pics, à partir de 2027 jusqu'en 2030. Donc là, tu es fan des Mavericks, quand tu te dis, OK, il faut que j'attende 2031 pour peut-être recommencer à arriver, et ça passerait par une reconstruction en 2031, ou peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, on est nul. Donc c'est quoi, 2034? Tu vois, je suis fan des Mavs, je me dis, mais j'ai même plus envie, en fait. Oui, vendez-la, la franchise. C'est un enfer. Ouais. Qu'est-ce que j'en ai à faire, en fait, là, à ce stade? Sachant que, bon, alors, bien sûr, c'est différent aux États-Unis, parce que si tu es originaire de Dallas, peut-être que tu supportes Dallas, mais bon, c'est un marché de foot US, déjà, de toute façon, à la base, c'est pas un marché... C'est les Cowboys, je dis pas de bêtises. Ça, tout à fait. Je crois que c'est un marché de foot US largement plus qu'un... Largement, exactement. Oui. Bah voilà, Castellar, j'allais dire. Castellar m'emmène sur le truc. Les Mavs, avant que Dirk Nowitzki il perce à Dallas, il n'y avait pas de fans des Mavs. C'était une franchise où personne n'en avait rien à carrer. Et c'est une franchise de NFL. C'est un État, de toute façon, le Texas, qui est sur le foot US à mort. Et oui, mais tu vois, il y a des États. Après, il y a des États, ça va être plus basket que d'autres, etc. Là, on est sur un gros état de foot US, si je dis pas de bêtises. Ceux qui connaissent mieux que moi les États-Unis. Si, le Texas quand même, bien sûr. Je suis quasiment persuadé que le Texas, c'est très gros marché et je dirais même que le basket, parce que tu vois, même les Rockets sont pas ultra populaires et les Spurs sont très populaires, mais parce que c'est la seule franchise de leur ville. C'est juste à San Antonio et parce qu'il n'y a pas d'autre équipe de sport, c'est ça. Voilà, exactement. Et il y a que les Spurs. Et donc Dallas, il y a eu des fans, une fanbase qui s'est créée avec Dirk Nowitzki, qui s'est prolongé avec Luka Doncic, mais là, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune raison, en fait. Et c'est pas Anthony Davis qui va te donner envie, no offense, aussi fort soit-il, c'est pas lui qui va donner envie à des gens, en fait, de supporter les Mavericks. C'est vrai que ça va se taper entre
Philadelphie et Dallas, là, au niveau de la sinistrose. Mais bon, les Sixers, ils s'étaient un peu préparés. Enfin, Ouais. ils commencent à enchaîner. Ça fait quelques années quand même qu'ils enchaînent les douilles, hein, les déceptions. Donc, ils sont passés, ils ont connu le process, le tanking, les blessures à répétition du joueur majeur. Enfin, les, ouais, les Suns aussi. C'est pas ouf, mais ils ont. Les Suns, il y a quand même des variables d'ajustement. S'ils veulent vraiment reconstruire depuis le début, là, ils vont transférer Kevin Durant. Ils vont récupérer des trucs plutôt corrects, à mon avis d'ailleurs. Il y a un moment, le contrat de Bradley Beal sera plus là. S'ils veulent tout faire péter, c'est pas du tout le projet, parce que cet après-midi, pareil, on a eu Windhorst qui a dit que Booker voulait rester, qu'il ne demanderait pas son trade, qu'il était OK pour faire partie de la reconstruction. Bon, s'ils veulent vraiment tout faire péter, ils peuvent tout faire péter, et si tu mets Booker sur le marché, tu récupères des choses, logiquement. Donc ils peuvent repartir de zéro, avoir plein de pics. Ouais, C'est quand même moins... mais plein de pics, en fait, ça veut pas dire grand-chose, en fait, plein de pics. Je trouve que parce que si t'as pas tes propres pics, tu t'en fous d'avoir plein de pics parce que tu peux pas tanker. Parce que tu peux pas tanker en misant sur le pic des autres. Tu dois pouvoir contrôler ton destin. Et donc, si tu veux tanker, il faut que tu sois capable d'être nul. Mais si t'as pas tes pics, tu peux pas tanker, tu peux pas être nul. Tu peux pas avoir un des trois plus mauvais bilans de la NBA puis donner ton pic à Houston. Bah, tenez, merci. Mais nous, de toute façon, on a le pic. On a le 11e choix de telle équipe et le 14e de telle équipe. Donc, ça va, c'est pas grave. On perd notre 3e pic. Tu vois, t'as pas ce contrôle. Donc les Suns peuvent même pas vraiment repartir de zéro. Et c'est la bonne nouvelle pour eux que Booker soit prêt à rester. Ça veut dire que tu peux dégager Durant, peut-être récupérer un ou deux joueurs compétitifs, faire le tri dans l'effectif et avoir une équipe qui va être moyenne, pas folle, mais qui au moins donnera pas des pics trop élevés à d'autres franchises. Peut-être effectivement récupérer un ou deux pics et prendre le temps de rentrer dans le rang en étant une équipe moyenne. De toute façon, c'est déjà le cas aujourd'hui. En attendant des jours meilleurs, voilà, ils n'ont pas échangé leur pic sur 15 ans non plus, vu que tu ne peux pas. Heureusement, la NBA protège les franchises de leurs propres dirigeants, hein, parce que c'est pour ça qu'il y a cette règle, hein. Sinon, il y a des dirigeants qui auraient envoyé des pics jusqu'à 2055. Donc, au moins, les Suns, à un moment, seront au contrôle de leur pic et là pourront reconstruire. Les Mavs, ouais, après oui, la situation des Mavs, il y a toujours Anthony Davis, tu vois, mais ça fait partie des équipes avec des situations tristes. Philadelphie, Bon, les Suns, ils l'ont cherché, hein. Bon, les Phi- Mavs aussi, d'ailleurs. Philadelphie, s'ils veulent reconstruire, s'ils veulent tourner la page Embiid, Paul George, il y a encore Tyrese Maxey. Je dis pas que c'est une superstar, mais c'est un mec qui a pas plus de 25 ans, qui est capable, enfin qui a vraiment du potentiel, qui est un All-Star. C'est pour ça que c'est catastrophique. Et ils n'ont pas eu l'ivresse des finales comme Dallas l'a eu. Ils arrivent même pas à aller en finale de conférence d'ailleurs. Mais juste d'un point de vue pragmatique, je dirais qu'ils sont un peu moins. Ils ont un peu plus de choses pour reconstruire peut-être. Voilà. Après, leur problème, ça va être le contrat de Joel Embiid. Moi, je pense, comme on en a parlé la semaine dernière dans la late, moi, je pense que Joel Embiid, il avait encore un peu de valeur avant les annonces autour de son état de santé. Je pense que c'est un joueur que tu pouvais le transférer. Là, tu peux pas le transférer tant qu'il n'a pas rejoué. C'est 69 millions. Il est... Attendez, je vous redonne parce que je trouve ça complètement dingue. 69 à la fin, non? Ouais, mais la fin, elle est dans longtemps. Donc 55 la saison prochaine, pas sûr qu'il joue. Disons-le tout de suite, hein, pas sûr qu'il joue la saison prochaine. 55, celle d'après 59, 64, 69 en 2028-2029. Ça, c'est vraiment... Ça pique. Hein. Ça pique terrible, hein, pour les Sixers. Maxi, on le voit pas trop beau. Dès que Joel est pas là, qui mène l'équipe, ils font que perdre avec souvent des pourcentages cata. Bah, ça dépend à quel point. Moi, quand je dis vraiment que c'est pas une superstar, c'est juste un joueur qui est capable d'être All-Star. C'est pas, je dis pas qu'il va mener une équipe en playoff, hein. Vraiment pas. Sauf vraiment si autour c'est très très bien foutu, mais je pense pas. Mais par contre, c'est plutôt pas mal. Ça reste un asset intéressant d'avoir un mec de, il a quoi, 23 ans, 24, oui, il a pas 24. encore eu ses 24 ans, ses 25 ans, ça reste... Un mec de cet âge-là, avec ces qualités-là, c'est plutôt pas mal pour commencer une reconstruction. C'est ce qu'il n'y a pas, à Dallas, parce que Davis, il lui reste quoi? Il lui reste 2 saisons de contrat? Je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'il est déjà éligible à une extension, Anthony Davis. Il peut très bien dire, oh là, c'est quoi ce bourbier, transférez-moi.
Ah non, pardon, j'ai dit une bêtise. Il est éligible à une extension, mais il est encore en fait sous contrat jusqu'en 2000. Il peut même l'être jusqu'en 2028. Pareil, ça peut piquer aussi, hein. Anthony Davis, si jamais son état de santé venait à se compliquer, 57 millions la saison prochaine, 62 et une option à 66 millions. Mais ouais. Et puis Gershon, non mais oui, à côté de Gershon, c'est le néant, mais Gershon, il va pas rester là-dedans. Hein. Gershon, il va aller dans une équipe qui est compétitive. Enfin, je serais étonné qu'il reste ou juste pour le. Juste pas parce qu'ils vont lui offrir un beau contrat, mais il peut prendre ses sous ailleurs. Hein. Je sais pas. Peut-être, ouais. Est-ce J'espère pour lui d'être dans une équipe compétitive. Est-ce que le cas Bradley Beal pourrait créer un précédent et pousser l'NBA à interdire les clauses de non-trade? Ouais, franchement, non, Non. je pense pas. C'est juste que enfin, les franchises avaient déjà commencé à arrêter de l'en donner. Et ils vont encore plus arrêter d'en donner quand ils vont voir ce que ça a provoqué chez les Suns. C'est juste les Wizards qui ont fait ce cadeau à Bradley Beal sans que personne comprenne pourquoi. Hein. Moulpi, moi je crois assez en ce scénario. Gershon qui rejoint une équipe compétitive en sortie de banc. Je pense que. Je sais pas pourquoi je le vois aux Clippers, moi, Gershon. Il va prendre. Moi, je pense qu'il va aller là où il y a de l'argent, mais c'est possible qu'il y ait justement une équipe un peu milieu de tableau qui lui propose une belle somme. Ouais, Vifune, ça suffit pas, les liens tissés avec Maxi. Il a aussi vu toutes les galères en une saison avec Philadelphie. Non, puis la fanbase, elle est dure à Philadelphie aussi. Non, je sais pas s'il a envie de ça. Clippers, ça me semble être une bonne option. Je sais pas. Los Angeles. Qu'il a une tête à jouer je sais pas pourquoi. Il a une tête à jouer aux Clippers. Ouais, je valide, j'arrive à comprendre. Ça me. Ouais, il ira là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, mid-level, exactement. Moi, je pense que ce serait un salaire un peu comme ça, genre entre 10 et 15 millions, quelque chose comme ça. Il va avoir le choix, c'est ça qui est bien. Il a été tellement bon. Les gens ont tellement vu que c'était un super joueur qu'il peut choisir de s'asseoir un peu sur quelques millions s'il veut juste une situation très très compétitive. Il peut faire un truc un peu intermédiaire ou il peut juste aller là où il prendra le plus de sous, même si c'est à Charlotte ou Washington ou un truc comme ça. Après, l'ironie, c'est que de toute façon, les équipes comme Charlotte ou Washington, à mon avis, c'est pas celles-là qui lui fileront de toute manière le plus de thunes. C'est les équipes milieu de tableau ou candidates aux playoffs, tu vois, ou play-in qui aspirent à faire les playoffs. Je pense qu'il peut aller chercher dans des équipes comme ça. Et un autre joueur dont je voulais parler aussi, Antoine, on en a déjà parlé entre nous, hein, mais Ouais. parce que son nom a été évoqué un temps à Dallas. On n'arrête pas de parler de lui parce qu'il va être tradé cet été. J'ai fait un petit article avec 5 destinations potentielles pour Kevin Durant. Où est-ce que tu penses et où est-ce que vous pensez dans le chat que Kevin Durant doit... Parce qu'il va avoir le choix, c'est ça qui est intéressant. Il va avoir le choix, ils vont faciliter un peu, ils vont faire en fonction de ce qu'il va faire une shortlist en gros, et ils vont dire à ses équipes, faites-nous la meilleure offre possible. Et donc il a un peu le choix, il peut leur dire, je veux pas aller à Washington, à Charlotte et autres. Donc moi j'ai mis des trucs qui feraient sens, j'ai un peu orienté le truc sur le côté... Alors, sauver sa legacy, c'est un peu dur, on parle d'un mec qui a un palmarès de ouf... avec deux titres de MVP des finales, enfin il va être dans les meilleurs scores de tous les temps, il n'y a pas de problème. Mais pour tenter un peu de... Sauver, c'est pas un bon terme, mais améliorer peut-être l'image de sa fin de carrière, tu vois. C'est pour ça que j'avais mis 5 projets, j'avais mis... si je dis pas de bêtises, genre j'ai pas mis les Denver qui est une option qui te plairait, je pense, Antoine, je suppose. Ouais, je suppose que pour moi, c'est assez nettement la meilleure option, en fait. J'ai vu les 5, mais je trouve que Denver me paraît vraiment plus intéressant que ces 5. Parce que Denver, je voyais pas. Moi, je me suis un peu attaché à la narration, c'est-à-dire que j'ai envisagé les Warriors histoire de dire allez, on essaie de reprendre la dynastie là où on l'a arrêté, on oublie le passé. J'ai remis OKC pareil. Il est parti avec l'image de traître. Et il y va, il fait gagner, il aide à faire gagner le premier titre de la franchise. J'ai mis Houston parce que s'il veut encore être, j'ai mis pour redevenir un alpha, c'est un peu vague, mais ce serait, s'il arrive, c'est son équipe, je pense. Enfin, ça peut encore être son équipe, il peut être vraiment le visage de l'équipe.
si c'est toujours ce dont il a envie, parce qu'on sait jamais ce dont a vraiment Je envie suis Kevin pas Durant. sûr que ce soit ça dont il Bien a sûr, envie. mais c'était Parce une qu'il veut des... jouer avec d'autres stars de son pédigré. C'est ce qu'il a montré ces dernières années, ça fait depuis un moment maintenant, c'est qu'il veut jouer avec d'autres stars de son pédigré, même s'il a l'air d'apprécier quand même le mentorship. C'est pas quelqu'un qui rechigne devant cette tâche, il a l'air d'être proche des fois des jeunes joueurs, etc. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui veut jouer avec des joueurs de son calibre. Et c'est pour ça que je ne l'imagine pas à Houston, même si je sais que la piste sera fortement activée. Et je suis même, je vois pas pour lui pourquoi ça serait vraiment intéressant, mais bon, à voir. Aux Warriors, c'est absolument impossible. Je vois pas comment aussi, mais bon. C'est pas du tout faisable financièrement, donc de toute façon, l'hypothèse est morte. À OKC, Et s'ils peuvent, hein. j'imagine- J'ai imaginé le j'imagine pas le scénario, Thunder faire cette j'ai imaginé le scénario où le Thunder se foire un peu en playoff et où ils se disent allez, il nous manque on fait venir Kevin Durant, ils ont les atouts pour convaincre une équipe, hein. Surtout une équipe qui a besoin de se reconstruire. Dans l'état actuel des choses, il faudrait se séparer de Caruso, Isaiah Joe, Lou Dort. Donc 3 joueurs. 3 bons joueurs. 3 bons joueurs et mettre des pics. Peut-être Topic, évidemment, Moulpi nous propose, c'est pas bête. Je sais pas, j'aime pas l'hypothèse Thunder. J'aime bien sur le côté, c'est cool, il revient au OKC, mais pareil, on n'est pas sur la même. Tu vois, en fait, il faut vraiment qu'on prenne en compte, c'est des hommes aussi, tu vois. Donc là, tu es un homme de 36 ans, 37 ans, et tu viens partager un vestiaire avec des mecs de 25, 26. Tu vois, il y a un décalage aussi, tu vois. Il n'est pas dans la même situation que Chris Paul, en fait, Kevin Durant. Kevin Durant, aujourd'hui, c'est encore un des meilleurs joueurs de la ligue. Alors oui, il y a Hartenstein, mais Hartenstein n'a pas 35. Enfin, je sais pas, j'imagine pas, je l'imagine pas. Voilà, peut-être que je me trompe, mais je vois pas Kevin Durant à OKC. J'ai vu Dallas, c'est pas possible financièrement. Les Clippers, pareil, je capte pas trop comment tu le fais parce que du coup, c'est qui tu échanges entre Harden et Kawhi, et financièrement, ça marche pas non plus, tu vois. Encore une fois, on peut pas avoir 3 joueurs à 50 millions dans ton effectif. Donc, tu vois, ils sont déjà. James Harden, il est à 36. En plus, James Harden, il est susceptible de re-signer. Là, il a une player option. Donc, à mon avis, James Harden, il va re-signer. Donc, derrière, tu peux pas vraiment. J'ai du mal à voir ça aussi. J'ai vu qu'on nous a soufflé Minnesota dans le chat. Ça, je pense que c'est une possibilité. C'est les équipes comme ça, en fait. Tu vois, les Timberwolves, T'envoies qui les Nuggets. Comment Minnesota, ils font le deal, du coup? Ils envoient Rudy? Ouais, je pense, ouais. Qui serait... Rudy Gobert. Déjà, faut voir ce qui se passe avec Juice Randle avec sa player option, mais Rudy Gobert, éventuellement en Jaden McDaniels, et là, tu as ton deal, en fait, déjà, juste avec ces mecs-là, tu vois. Tu rajoutes peut-être des pics, je sais pas quelle est la situation des pics de Minnesota, là, j'ai un doute. Moulpi, encore une fois, qui nous propose un truc intéressant. Conley, McDaniels, Rudy. Après, ça fait 2 vieux. Je sais pas si les Suns ils voudront 2 vieux forcément, mais ils seront contents. McDaniels, il signe, je pense, les Suns. Mais Minnesota pour jouer avec Anthony Edwards, tu vois, qui pour le coup est jeune, mais c'est une superstar. Parce que jouer avec Nikola Jokic, il prendrait. Denver, pour moi, reste le meilleur deal possible. Milwaukee, je l'avais énoncé une fois. Je pense que c'est pas, même là, pour le coup, ça ferait 3 joueurs à 50 millions. Ça serait un peu con de la part de Milwaukee, mais je pense que c'est pas une option complètement déconnante. Les Clippers, en fait, ça dépendrait peut-être du montant qui est signé par Harden avec Los Angeles. Qui fait ce deal Toronto, t'es jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais moi, je vois pas pourquoi lui, il aurait envie d'aller à Toronto. Je pense qu'il voudra pas y aller. Toronto, c'est pas le... Enfin, j'imagine pas. Après, on revient à Houston. Houston, pourquoi pas, mais je vois pas comment ça va sur la fin de ça parlait de l'option San Antonio dans le chat. Jus qui nous disait ça. Pourquoi pas San Antonio? Qu'est-ce que les Spurs ont les fameux atouts? Ils ont un peu de jeunes. C'est pas. Est-ce que lui, il a envie d'aller jouer avec? Enfin,
Non, non, je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Est-ce que. Bon, déjà, je pense il faut déjà voir comment va Victor, hein, comment ça va tout ça se goupiller. Ouais, clairement. On peut être optimiste, hein, mais en fait, ça, on sait pas ce que veut Kevin Durant, on sait pas ce qu'il attend. Le choix de Phoenix, le fait qu'il veuille absolument la Phoenix, il avait l'impression que c'était le meilleur endroit pour lui, avec le niveau, enfin le fait que c'était une équipe dont la base avait joué des finales il y a pas si longtemps. Elle a été quand même bien retapée depuis, hein. Mais ouais, c'est un kiffeur de basket, mais ça dépend des saisons en fait. Parfois c'est un kiffeur de basket, parfois il veut juste être considéré comme à sa juste valeur. Parfois, enfin, c'est très difficile de suivre Kevin Durant. Donc pourquoi là, sur son prochain chapitre, et il l'a dit très honnêtement, il a dit j'ai pas voulu être tradé là pendant l'intersaison, juste avant la deadline parce que je pensais aussi à l'équipe qui allait me récupérer. Je coûte beaucoup d'argent. C'est pas, je veux pas pénaliser qui que ce soit et je veux que ce soit un choix de ma part aussi parce que c'est peut-être là que ce sera son dernier contrat. Moi, je sais pas, je vois pas une équipe, une petite équipe. Pareil, c'est pas pour no offense, mais tu vois, les Pistons, non, par exemple, je pense pas. Ah non. Puis même pour eux, je ne comprends pas en fait. Ils sont pas sur la même timeline, encore Mm. une fois. Non, mais même eux, ils pourraient vouloir. Eux, ils pourraient vouloir en soi le Magic, les équipes comme ça qui. Tout le monde peut et presque tout le monde devrait vouloir Kevin Durant, c'est pas la question. Mais si lui il a son mot à dire, il y a pas un monde où il dit ouais Détroit je sens bien, il est cool Cunningham, tu vois, je sais pas, ou le Magic c'est sympa, j'ai envie d'aller à Disney World, même si j'ai ni femme ni enfant, mais non, je pense qu'il va. Moi je sais pas qui j'avais mis d'autre, mais Est-ce que je peux être un poil moins catégorique sur le fait qu'il va être tradé? Ça devient ce presque serait, trop c'est simple. presque hot take là. Bah, en fait, il peut se passer beaucoup de choses, tu vois. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là et des discussions entre hommes, notamment au sein de l'effectif, avec le proprio, avec le. Là, en fait, c'est presque trop simple aujourd'hui. On entend, tu vois. Mais je pense que si tu me demandes à combien de pourcents je pense qu'il va être tradé, je te dis au moins 75, tu vois. Ah ouais, Je te pour dis moi au moins c'est 75, moi on est à 90 ouais. bah, je suis pas aussi catégorique en fait, parce qu'il peut se passer des choses et c'est avant tout une histoire de discussion. Ils peuvent très bien lui dire, bah, de toute façon, on va au bout de ton contrat et tu pars, après tu signes où tu veux, tu vois. Comme ça, il Il est lui reste vraiment quoi? sûr d'avoir le C'est quand la choix. fin Il de lui reste qu'un an. Et ah non. l'an prochain, c'est sa dernière année de contrat avec Phoenix. Ouais, mais pour moi, Il peut y avoir. ils ont encore plus intérêt à ce qu'ils bougent maintenant, quoi. Pour eux, les Suns, oui, mais ça veut dire que tu sais que tu n'es pas en position de force au moment des négociations. Et puis, si tu es Phoenix, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est une histoire de discussion, de comment ça se passe, comment eux voient leur équipe, comment Booker et Durant voient leur équipe. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un deal pour Bill cet été et que donc Bill, il est échangé et il y a deux, trois gars échangés et tu te retrouves avec une équipe qui paraît un peu plus compétitive. Comment ça se passe si tu discutes, tu vois, comment Booker et Durant, moi, vraiment, je suis pas aussi catégorique. Je pense qu'il y a de fortes chances que Kevin Durant y soit transféré, mais je prends quand c'est de loin, en fait, quand c'est loin du terme, vu que ça rentre dans la tête de tout le monde, eh ben, je serais tendance à dire faut se méfier, faut faire attention. Peut y avoir des discussions, peut y avoir, vu que tu as l'impression que c'est la fin, peut y avoir une communication peut-être un peu plus simple avec le reste de l'effectif, avec Booker, avec les dirigeants, et quelque chose au final tu vois, qui se met en place en se disant bon bah tu sais quoi, et viens, on va au bout du contrat, ou attends, on a peut-être ça qui peut se passer. Cette équipe, elle est en train d'abandonner de toute façon. Elle abandonne. Il y a effectivement quelque chose qui ne va pas et tout ça me laisse penser qu'il y aura probablement un trade. Mais Déjà, ils vont changer de coach, hein, je te le dis. exactement. Mais tu vois, mais même ça rentre dans le truc, tu vois, de Kevin Durant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un coach qui arrive, KD à dire à son discours et tout, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se passer en fait. C'est comme quand. Alors au final. En fait, quand c'est trop simple et que tu le vois trop venir, bah, il y a encore plein de choses qui peuvent se passer, tu vois. Donc je sais pas. Je pense qu'il sera tradé, mais je suis pas à 100% catégorique, et notamment quand il verra que le marché est pas simple, quoi. Moi, si je pense ça, c'est que je sais que comment dire. Moi, j'ai intégré l'idée que Phoenix voulait passer à autre chose, que la course au recrutement des stars, ça y est, ils se sont brûlés les ailes, on a compris, ça a foiré, et que tu peux pas trader Bradley Beal, il veut pas bouger, de toute façon, il a raison, il a une autre clause autant qu'il l'utilise.
Booker est encore assez jeune. Il a 28 là, il va sur 29. C'est encore. Enfin, tu peux partir de lui. Visiblement, ils n'ont pas envie de le trader. C'est plus facile après de repartir avec un mec comme Booker. KD est plus âgé. Et c'est la manière dont les différentes parties ont communiqué dessus. Enfin, c'est totalement transparent. Il y a plein de fois où il y a eu des rumeurs autour de KD où il les a un peu balayées en disant non, c'est pas du tout le cas. Vous croyez savoir, mais machin. Là, limite, il les a presque évoqués normalement en reconnaissant qu'il a failli être tradé pendant l'été, enfin avant la deadline. Mais t'as raison, rien n'est fait tant qu'on n'est pas devant le fait accompli. Mais je vois aucune possibilité. Bah, c'est ce que dit Miguel. Je vois aucune possibilité, quoi. Et je suis déjà en train de me demander moi où est-ce qu'il va atterrir parce que pour moi ça peut pas être Phoenix. Je pense aussi qu'il y a une plus grande probabilité qu'il y ait un trade que pas de trade, mais justement, le fait qu'aujourd'hui la communication elle est ouverte, qu'il n'y a pas de non-dit en fait. Et s'il n'y a pas de non-dit, c'est beaucoup plus simple pour recréer une alchimie que quand il y a des non-dits et quand il y a de la rancœur. Là, on en parle ouvertement, il en parle ouvertement. Tu sais pas où ça peut mener. En fait, il y a tellement de choses qui vont se passer avant. Et il y a aussi un autre truc, c'est que les Suns vont peut-être aussi se heurter à la réalité du marché et se dire mais attends, on va pas les changer contre 3 cacahuètes. Tu vois, s'il n'y a pas une équipe qui propose des tours de draft, des trucs intéressants, peut-être qu'ils vont se dire bah non en fait. Bah non, peut-être que non, peut-être que parce que qu'est-ce que ça change pour Phoenix en fait vraiment de récupérer une contrepartie si la contrepartie elle est inutile? Comme j'ai dit, c'est une équipe qui peut pas tanker. Elle peut pas tanker si elle a pas ses pics. Donc à moins que ça soit envoyé forcément aux Rockets et qu'elle récupère ses pics, elle peut pas tanker. Elle a besoin d'être compétitive. Donc qu'est-ce qui se passe si la contrepartie elle est pas assez intéressante? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce que ça change que tu envoies Kevin Durant pour être moins fort alors que tu as pas tes pics? Si tu n'as pas une contrepartie intéressante. Moi, voilà, encore une fois, je le répète, je pense qu'il y a une forte probabilité qu'il soit tradé, mais il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Faut juste trouver une carte pour savoir où la weed est la meilleure aux USA et on a la nouvelle destination de KD, nous dit Miguel. Est-ce qu'on le voit pas un peu trop beau? Le pied sur la ligne, c'était il y a 4 ans, c'est un genre magnifique, mais il fait pas tant gagner que ça. C'était il y a 4 ans le pied sur la ligne? Attends. Ah ouais. Oh Bah, là. il fait plus, en tout cas, c'est pour ça que moi je l'imagine pas sans une autre superstar à ses côtés. Je pense qu'aujourd'hui Kevin Durant, ouais, Denver c'est l'option où pour lui, en fait surtout il va pouvoir juste hoop, il y a de la bonne weed, c'est légal, il va jouer avec Nikola Jokic, il va pouvoir que mettre des paniers faciles et ça c'est un truc qui sera faire les yeux fermés même à 70 ans. Kevin Durant mettre des shoots, il aura moins de responsabilités sur la création, même sur la défense finalement, tu vois. Et il passe après Michael Porter Jr. Tu vois, il n'aura pas besoin non plus, on va pas non plus lui demander de faire des miracles en défense. S'il défend juste un peu, il fera aussi bien que Michael Porter Jr. Je pense vraiment que ça peut être intéressant pour lui, Denver. Et c'est un deal qui est facile à mettre en place financièrement et qui permet à Phoenix d'avoir un autre jeune joueur, Michael Porter Jr., qui a un certain potentiel, qui peut avoir plus de responsabilités, ce que lui aura sans doute envie d'assumer, et qui peut aider l'équipe à rester compétitive. Mais Denver a pas besoin. Kevin Durant, il n'aura pas besoin d'envoyer beaucoup d'assets, en fait, les gars. C'est juste Michael Denver Porter a et des trucs. pics, Ah, Denver bien a sûr. des jeunes, et Michael Porter Jr. est l'asset principal. Phoenix va pas pouvoir demander des masses. Il est en fin de contrat, il est vieux, il est souvent blessé. Ils sont dans une situation désespérée. Récupérer Michael Porter Jr., pour eux, c'est déjà fort. Ils prennent Porter et N'Jadji, les Suns, je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à une énorme contrepartie en échange de Kevin Durant, malgré tout son talent, en fait. Et alors, si, admettons, parce que là, pour revenir sur l'info de Booker cet après-midi, il faut rappeler qu'il y a 2 jours, l'info c'était Budenholzer a demandé à Booker de la fermer en gros, parce qu'il était trop vocal. Ce que Booker a accueilli en étant choqué. Moi, je comprends que, à mon avis, Budenholzer va pas rester, même s'il vient de signer. Parce que si, dans la journée, là, aujourd'hui, on a eu Booker veut rester et les Suns le déclarent intouchable, et qu'en même temps, on dit qu'il est pas, que ça se passe pas très bien avec Budenholzer, je pense que ça va bouger. Et du coup, est-ce qu'il y a un mec, est-ce qu'il y a un coach qui, en arrivant, peut dire non, moi, je peux, avec la paire KD Booker, je peux m'en sortir.
vous mettez une équipe un peu cohérente autour, mais il faut que Kevin Durant y reste. Est-ce que pour moi, c'est la seule option que je vois pour qu'il soit pas tradé. Et ça me paraît quand même un peu probable. Il faudra trouver le coach, la personnalité qui arrive et qui puisse convaincre la direction de pas bouger. Ok, si, Ça peut être Jason Kidd qui se fait virer par Dallas et qui rebondit de suite dans son ancienne franchise à Phoenix. Je sais pas, proche des joueurs, respecté par les superstars. Alors à la fois Kidd, c'est quand même bizarre parce qu'il est à la fois respecté, à la fois ils savent qu'il fait des moves de fouine parfois quand même. Il a pas une gigantesque cote de popularité en fait. Tout le monde a adoré le joueur. Je pense que tous les mecs. Mais auprès des stars, ça va quand même. Ouais, tu penses? Des superstars. LeBron l'a validé, Giannis l'a validé, Luka Doncic l'avait validé avant ce trade, Kyrie l'a validé. Tu vois, c'est des mecs. Kevin Durant, c'est en gros ses pairs, c'est-à-dire LeBron, Giannis, Kyrie, les gars de son âge, de sa génération, de son talent, ont validé Jason Kidd. Donc je pense, après là ça faudrait déjà que Jason Kidd se fasse virer des Mavs, tu vois, on en est loin, mais je pense qu'il y a des, je sais pas, il y a des mecs comme ça, faut voir aussi, il y a des assistants qu'on connaît pas, qui sont appréciés des superstars, mais oui, c'est un scénario lointain quand même, hein, Kevin Durant qui reste à Phoenix. Qui n'a pas démissionné après tout ce bordel, je pense que c'est que soit il est d'accord avec le truc, soit qu'il veut vraiment pas repointer à Pôle emploi. Ouais, à voir. Après, ouais, il peut y avoir plein de trades aussi en fait aux Suns. Tu vois, tu peux dégager Grayson Allen. La vraie clé pour les Suns, ce serait de réussir à transférer Bradley Beal. Apparemment, Washington était intéressé à l'idée de le faire revenir. Lui, il va dire non merci les gars. J'ai réussi à me barrer à l'ouest. La question, c'est voir est-ce que lui, il est pour ou contre, parce que c'est quand même une ville dans laquelle il a vécu pendant un moment. S'il est pour et que tu arrives à récupérer. Fait, peu importe qui tu récupères, tu vois, t'imagines, hein. Tu récupères Marcus Smart, Richaun Holmes, je sais pas qui les Corey Kispert, est-ce que vraiment les, parce que tu vois Smart et Holmes au final les Wizards ils en ont rien à secouer, tu vois, aujourd'hui ces gars-là. Et ouais, allez, mais on n'arriverait toujours pas au salaire de Bill. Qu'est-ce qu'il est payé, ce mec-là? 53 millions. Essaye de faire un truc qui respecte l'équilibre des salaires. On est à 26 plus 21. C'est trop compliqué. Il faudrait encore mettre un joueur. Il faut mettre 4 joueurs. Sadiq Bey aussi. Sadiq Bey, t'imagines, t'as Bey, Kispert, Holmes, Smart. Ça fait 4. C'est des mecs de rotation, tu vois. D'un coup, t'as une équipe qui est, je sais pas. Ah, sinon, ah oui, Chris Middleton, bien sûr. Pardon, j'ai oublié. Ah oui, Chris Middleton. Sinon, Middleton, il change Bill par Middleton, c'est 20 millions de moins. Hein, ça fait de la place pour recruter. Hein. Non, mais je vois pas. Bill qui est très attaché à sa clause de non-trade, il va pas. Il a réussi à se barrer de Washington. Non, mais il la garde, hein, normalement. Il la vire juste pour le trade. Hein. Il la garde après. Hein. Il la garde après. Putain. Salut. Bah bon, j'avoue que je vois pas non plus pourquoi Bill il accepterait Washington. Mais qui sait, enfin si, peut-être pour se dire bah là-bas il redevient la star, il a les ballons, il a vécu dans cette ville, il y est attaché. Ouais, j'avoue les. Non mais alors attends, par contre les Wizards ils étaient intéressés par Bill. C'est la rumeur qui est sortie. Après, est-ce que c'est vrai? Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas, effectivement, c'est dur. Mais un trade de Bill, ça peut débloquer. S'il y a un trade de Bill, par exemple, avant un trade de Kevin Durant, ce qui paraît, là encore une fois, peu probable, c'est un truc qui peut permettre à Durant, ça change plein. En fait, ça change toute la perspective derrière, tu vois. Bienvenue, Tommy Xu, pour ta première late session sur Twitch. Ouais, KD, ça va être un mystère. Pour moi, c'est important de savoir où il va finir sa carrière quand même. Ouais. Je pense qu'il y a encore. C'est un joueur tellement particulier qui a une carrière tellement particulière que j'ai presque envie qu'il y ait un dernier arc narratif sympa en mode rédemption. C'est pour ça que dans l'article j'ai mis OKC, j'ai mis bon les Warriors non c'est mort je pense hein, mais je l'ai quand même mis pour le truc mais tu vois OKC j'aimerais bien je pense. Mais les Nuggets tu trouves pas que pour ça Legacy c'est ce qu'il y a de parfait? Si, de gagner, tu vois. On va dire c'est l'équipe de Jokic, il va avoir une bague de plus, mais c'est l'équipe de Jokic, tu vois. Mais où qu'il aille, ça sera pas son équipe. S'il va au Thunder, c'est l'équipe de Shea. S'il va au Golden State, c'est l'équipe de Stephen Curry. Il y a quelle équipe? Ouais, il y a Houston, quoi. Il y a Houston.
Houston, qu'est-ce que ça change sur sa legacy de faire 2 second tours de playoff? Moi, je parlais dans l'optique de où il remporte une bague. Mais il peut plus mener une équipe au titre. Ouais, je pense pas non plus. Mais... sinon, Phoenix, il serait pas 11e de la conférence Ouest. Et quand c'est son équipe, ça foire. Quand c'est son équipe, ça foire, effectivement, c'est une bonne réflexion. Et oui, Moulpi a raison. Imagine, il gagne avec un titre avec Westbrook. Quel meilleur arc narratif tu veux que Denver, en fait? J'avais oublié ce paramètre. Avec Jokic, il tourne à 27 points et 54% au tir. Tu vois, je pense même, d'ailleurs, je pense très sérieusement que Kevin Durant, c'est le genre de mec qui peut faire gagner les Nuggets. Par contre, avec Jokic, je pense que ce duo-là, les Nuggets sont tout à fait vraiment à même d'aller chercher un titre. Ou même de jouer une finale NBA, ou même ne serait-ce qu'une finale de conf. Tu vois, il n'a pas joué une finale de conf depuis quand, Kevin Durant? Parce que même quand le truc de la chaussure, c'est en demi-finale, c'est quand la dernière fois qu'il a joué une finale de conf? Les Warriors, quoi. Ouais, voilà. C'est 2018. C'est il y a 7 ans. Tu vois, d'aller ne serait-ce qu'aussi loin en playoff, de finir sur un truc comme ça, qui mieux que Denver? Après OKC, évidemment, il serait compétitif, mais c'est pas son équipe à OKC. Et on est sûr que le Thunder, ils veulent se trade? Moi, je suis même pas certain. Non. Dans mon scénario, c'était si ça se passe mal à OKC, parce que là, si OKC va en finale de conf ou en finale NBA, ils vont se dire, avec l'expérience collective acquise, on remet le couvert l'année prochaine et ça suffit. Mais si c'est en cas d'accident. Moi, je me dis, en cas d'accident, ils ont quand même le matériel pour faire un gros pour faire un trade, et peut-être qu'ils n'hésiteront pas, quoi. Eux, ils ont les pics. Et oui, t'as raison, Kiki, c'est 2019. Pardon, c'est 2019, la dernière année aux Warriors. C'est les finales NBA, quoi. Presque 38 lors du run 2026 de playoff. Il va être encore bon à 38 ans, Kevin Durant, par contre, cela dit. Mais oui, il n'y a pas un nombre illimité d'années. On n'en veut pas du retour de KD. Sirius, fan du Thunder, a priori. Ouais, je pense plus qu'il peut mener une équipe au titre, moi non plus. J'ai l'impression que... Déjà que je le pense pas pour LeBron en tant que première option. Alors, si je le pense pas pour LeBron... Salut Majouk. Salut Majouk. I am a fan of OKC and I approve this message. Il y a des fans d'OKC quand même. Bon, c'est pas la ville ou l'État qui font rêver, ça c'est une certitude, mais... Non, mais il y a beaucoup de fans français d'OKC. Moi j'aime beaucoup. Enfin, j'ai pas d'allégeance, mais j'aime beaucoup Sam Presti, j'aime beaucoup les risques qu'il prend, même après les foirades, il arrive à repartir. Je trouve que c'est beaucoup de respect. Et puis j'adore le fait qu'il y ait un franchise player avec mon prénom, voilà. Pas simple. En gros, Williams va te choquer en playoff, je kiffe le genre, mais pas sûr qu'il soit capable de step up. Donc, échanger aux Suns avec quelques pics, tu reconstruis autour de Shai et de Chet, et t'as KD en valeur sûre. Ouais, sur le papier, c'est bien violent quand même. Mais attention, c'est pas sûr que Jalen Williams se foire. Attention, c'est un beau joueur. Ouais, je vais tout de suite aller de ce pas aller regarder ce qu'il a fait lors des derniers playoffs. Je sais pas pourquoi tout le monde imagine ce choke de Jalen Williams. Non, mais on imagine que c'est lui qui va. Shai, il a l'air tellement stable que même si son équipe... Pourquoi lui plutôt que Chet Holmgren d'ailleurs? C'est un truc qui m'étonne. Il y a moins de pression offensive sur Chet. Alors après, peut-être s'il se fait rouler dessus en défense, ce qui à mon avis n'arrivera pas, mais... L'an dernier, Jalen Williams, il tourne à 19 points par match en playoff, 47% au tir, 38% à 3 points, 7 rebonds, 5 passes, plus 6,6. Il a un meilleur plus-minus que chez Gilgeous-Alexander. C'est vrai que personne s'est vraiment foiré à proprement parler. Ils sont tombés sur une équipe qui était chaude. Ouais. Le premier tour, ça s'est bien passé. Puis c'était une équipe encore jeune qui n'avait pas trop d'expérience commune en playoff. Attends, mais en fait, il faut que je regarde que le round où ils perdent. C'est ça que je dois regarder en vrai. Et là, pour le coup, il est à 17 points, 42% au tir, 38% à 3 points. Chet était descendu à 22% à 3 points, mais c'est vrai que Jalen Williams avait un plus-minus quand même négatif sur cette série. Ah mince, on m'entendait pas, je me suis muté. Je relis la question de Simon. Le Shai et l'Antoine Ado qui tomberaient sur la NBA en 2025, vous voyez quelles équipes avoir votre faveur si vous découvriez la Ligue cette année? Alors cette année. Moi, je pense qu'au OKC, je vois une équipe qui... Quand on a
Quand on a 14 ans, on voit l'équipe qui gagne et qui coule en général. Voilà. Antoine, supporter de l'Olympique Lyonnais, par exemple, il a vu Lyon qui gagnait, quelques attaches familiales, quelques attaches familiales. Je sais, je te charrie. Parce que moi, ça a commencé avant que ça gagne, hein, Lyon. Je te charrie. Je sais pas, c'est ça le truc en plus, je choisis pas trop les vainqueurs, je sais pas. Moi, j'aime les outsiders, donc j'aurais pris des outsiders. Ouais, je sais pas qui, mais... J'ai l'impression qu'à 15 ans aussi, j'étais pas trop sur les meilleures équipes. Le côté shonen de Victor, je sais pas si j'aurais pris les Spurs. Je sais pas. C'est sûr que j'aurais pris ni Boston ni les Lakers, c'est sûr et certain. Moi non plus, ça aurait été peut-être un peu trop. Après, tu me diras, j'adorais Manchester United quand même, mais j'étais pas encore ado. Qui j'aurais aimé? Je pense peut-être OKC. Alors OKC sont premiers à l'Ouest, donc même si j'aime les outsiders, ils ont pas encore gagné, donc peut-être que. Non, je pense que. Et je répète, le fait d'avoir un mec qui a mon prénom en franchise player, je pense qu'à 14 ans, ça m'aurait fait pareil et j'aurais été derrière. Et après, si tu veux vraiment faire le marginal, ouais, les équipes Portland et tout, ouais, c'est possible. Hein. J'aurais peut-être fait ça aussi. J'aurais peut-être, en fait, ça aurait été. Ça va être très bizarre ce que je veux dire. Peut-être j'aurais kiffé Anthony Edwards. Je vois Orlando. C'est possible aussi qu'Orlando, ça m'aurait plu. Peut-être j'aurais kiffé Anthony Edwards, mais. C'est pas possible qu'il y ait un monde où je sois devenu fan des Timberwolves, ça m'étonnerait quand même. À 14 ans en France, est-ce que ça choisit pas une franchise avec un Français et donc Victor? C'est possible. J'ai jamais aimé Tony Parker, je n'ai jamais rien à faire. Je suis absolument pas dans le. En tout cas, pour moi, après, pour certains, c'est autre chose, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'aurais jamais été dans ce truc-là. Je sais pas. J'aurais été capable d'aimer le hit de Tyler Hero, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Kate Cunningham, peut-être les Pistons. J'aurais été capable de prendre une franchise un peu. J'aurais été ça aurait été des joueurs comme ça, tu vois, une star jeune, Kate Cunningham, peut-être Tyler Hero, peut-être Anthony Edwards. J'aurais été capable d'aimer les Pistons, quoi. Ça, c'est le genre de move que j'aurais pu faire. Un move un peu chelou là. Ouais, j'aurais peut-être pu faire ça. Adolescent et déjà hipster. Ouais, il fait Ja Morant. Ouais, j'aurais bien aimé Ja Morant, je pense. J'aurais pu être fan de Ja Morant. Puis on lui aurait passé à l'époque, on passait plus facilement les incartades. Quand j'étais au Canada, à chaque fois qu'on allait chez des amis de ma famille, etc., enfin de la famille de ma femme, qui avaient des jeunes ados qui kiffent le basket, je leur demandais qui était leur joueur préféré. J'ai eu que 2 réponses. C'était toujours Ja Morant et Anthony Edwards. Ah ouais, bah tu vois. Genre que Ja Morant. Et j'ai demandé à 5-6 gamins, enfin entre 12 et 15-16 ans, tous, c'était que Anthony Edwards et Ja Morant. C'est ça leur joueur, quoi. Non, Kikish, non, même à l'époque, j'aurais pas pu être fan de Miles Bridges. Westbrook, je sais qu'il plaisait beaucoup. Moi, après, j'étais pas ado quand Westbrook a percé. J'ai du mal avec lui, mais de toute façon, quand t'étais ado, toi, t'aimais qui? T'aimais Portland? Derrick Rose. Ouais, ado, 14 ans. L'adolescence commence à quel âge? À 14 ans? 14 ans, on va dire. À 14 ans, tu supportais qui? Bah, Portland, j'adorais Rachid Wallace, mais Portland, c'était déjà fini, en fait, cette période-là. Qui j'ai aimé à 14 ans? Donc, on est quoi? C'est 2004. Moi, j'ai beaucoup aimé Dwayne Wade quand il arrive en NBA. Tu vois, Dwayne Wade, ça aurait été mon gars. Dwayne Wade, pendant un moment, j'aimais bien Dirk. J'aimais bien Dwayne Wade. J'aimais bien Lou Holding. J'aimais bien Tim Duncan, mais il commençait à se faire vieux. Puis Manu Ginobili, quoi. Manu Ginobili, je suis sûr qu'il fait. Toi, c'est 2004, ouais. Moi, 14 ans, c'est 2001. Et 2001, je kiffe Iverson, je kiffais toutes les équipes où il y avait Jason Kidd. J'espérais toujours qu'Orlando soit bon. Hein. C'est toujours ce truc récurrent. J'aimais déjà bien New York, j'avais été quelques fois. Mais c'était Philadelphie, New Jersey, mais sans... moi c'était Iverson et Jason Kidd toujours, ça avait pas bougé. J'aimais bien les Pistons, moi, leur équipe super défensive. J'aimais bien Rip Hamilton et Tayshaun Prince, tu vois, donc comme quoi j'avais. Moi j'aimais ni les Lakers parce qu'ils me saoulaient à défoncer mes équipes, ni les Pistons parce que avec mon regard pas du tout expert, alors je dis pas que je suis un expert aujourd'hui, mais je comprends un peu plus ce qui se passe sur le parquet quand même.
Je trouvais ça tellement chiant. Ah ouais, bah ça, ouais. 14 ans, J'avais voilà. Rachid Wallace aussi, tu vois. Mais j'étais pas tant sur le style de jeu, moi, au final. Bah, moi, Shaq et Penny, moi aussi, vive l'une, mais j'étais petit, c'était quand j'étais enfant, c'est mon premier crush, j'étais pas ado et conscient de ce que je regardais, quoi. Après, il y a eu Kobe, hein. Kobe aussi, hein. Pourtant, je détestais les Lakers, hein, comme toi. Moi, Je j'aimais pas détestais du tout Kobe les au Lakers, début. mais Kobe, tout ce qui touchait aux Lakers, je supportais pas. Parce qu'à chaque fois, je le dis, il défonçait mes équipes. Tous ceux que j'aimais bien. 14 ans, deuxième titre. Ça devait être stylé quand même. T'as 14-15 ans et tu vois le prime de Jordan. Ça devait être sympa quand même. Bon, nous, on a vu LeBron, hein, mais. Moulpi me fait penser que j'adorais Carmelo Anthony. J'avais même une veste Moi dégueulasse, aussi, blanche. j'adorais Et Melo. j'étais un énorme fan de Melo. Et je jouais beaucoup. Mais alors, j'avais un peu plus que 14 ans, en fait. Mais que si, quand c'est le début, j'ai pile 14 ans quand il arrive en NBA. En 2003, c'est 2003 mes 14 ans du coup. C'est quand il arrive en NBA, j'ai pile 14 ans, mais ouais, 2009 là, donc j'étais un peu plus vieux, quasiment 20 ans. 2000, ouais, un peu avant 2008, 2007, 2008, la Melo, c'était quand même vraiment. Ouais, Carmelo, moi c'était à Syracuse. En plus, je sais plus sur quelle chaîne il passait la NCS, c'est l'année où je suis, et il y a le run de Syracuse. Melo, il était incroyable. Attends, Oblomov, comment tu connais ma. Ah, On se connaît? non, il a dû noter il a Ah dû ouais, noter un jour, je pense. ma date d'anniversaire, parce que. Ou alors il t'a. Non, sur Facebook, il y a encore les dates d'anniversaire. Peut-être, je sais pas. Je sais même plus si j'ai encore un Facebook. On va tester. C'est quoi ma date de naissance, Oblomov China? Tu sais ou pas? Ah, même jour que Gérard Collomb, j'ai envie de le faire. Même jour que Zayana, il y a des gens qui écoutent Ouais, vraiment. Il y a mal, des pas gens mal. qui ont cette faculté, cette C'est un capacité bon, à ça. écouter, à retenir les informations Eh oui. assez impressionnante. C'est fort. Qui a gagné la Coupe du Monde en 34, 38? Chaque fois, j'arrivais pas. Les années des titres NBA, je me mélangeais tout le temps. Pff, catastrophe. Ouais. Bien vu. J'allais dire les Coupes du Monde, je pense que. Ah, t'es mute apparemment, Shai. Ça y est, j'ai démuté. Ouais. Ah, Italie fasciste. L'Italie 34. fasciste 34. Il y a eu 38 aussi, non? il y a l'Uruguay Ouais, 38 aussi. il y a l'Uruguay qu'on a L'Uruguay, pris c'est au avant. début. Ouais. Mais 38 aussi, c'est l'Italie, non? Bah, tu vois, je sais plus. Et la première après-guerre, je crois que c'est le Brésil. Je sais qu'il y avait il y a eu l'Uruguay 2 fois, mais. L'Uruguay, c'est les deux premières, hein. Le drame du Maracana en 50. Ah, l'Uruguay en 50, ok. Ok, quand on reprend l'Uruguay gagne. 30 et 50, ok. Les gens sont trop chauds sur les années Et 50. 54, c'est Brésil, je pense. 54, 58 Brésil, non? Un truc comme ça? J'ai pas Wikipédia à côté là, mais. Je sais que 66, c'est l'Angleterre. Ah non, 54, c'est l'Allemagne de l'Ouest. J'étais Oh, bon, c'est chaud. j'étais bon sur 58 Brésil, ouais. j'étais bon sur les ballons d'or avant, mais même maintenant j'ai 62, je sais oublié. pas. Ah ok, 62, on dit Brésil. 66, c'est l'Angleterre. Ça, je Ouais, sais. ça c'est ouais. Brésil, RFA, Argentine, Ouais. Argentine. avec Mario Kempes. Ouais. Et 82, c'est l'Italie. Ou 80... Ouais, 82 ou 86? 82, je crois, l'Italie. 86, je dirais l'Allemagne. Bah 90, c'est 90, c'est l'Allemagne. Brésil. Ah non, c'est 94 le Brésil. Ah non, 94, Brésil. 90, c'est. C'est l'Allemagne, bah, non? Avec Mataos Allemagne, et tout Italie. là. Ah bah attends, il nous dit Argentine 86, 90 Allemagne, ouais, 94. Ouais, bah après à partir de 94, on sait. Ouais. Quand tu sais pas, c'est l'Allemagne, c'est facile. Ouais. Oh, il n'y a pas beaucoup de pays différents qui ont gagné la Coupe du Monde quand même. Ah, et maintenant, les Coupes du Monde de basket, je serais incapable. Voilà. Je suis même pas sûr de te le faire depuis. Donc l'Allemagne a gagné la dernière, mais avant, c'est qui en 2019? Je sais même plus. Ah bah c'est l'Espagne. Ah oui, l'Espagne. Avec Ricky Rubio, Et avant, MVP. c'est les États-Unis. Et avant, c'est les États-Unis. Ouais, et 2010 aussi, c'est les États-Unis. 2019 USA? Non, 2019, c'est pas les USA. 2019, Ils finissent 7ème, c'est l'Espagne. l'année où on les tape. Ouais, ouais. Ils finissent 7ème.
Donc 2019, c'est l'Espagne. 2014, c'est les États-Unis. 2010, c'est les États-Unis. Attends, on a 2006, sauté des années là. Non, je crois pas. C'est Je tous crois qu'il y les. a- C'est pas tous Non, il n'y a les. pas eu. Je crois qu'il n'y a Ouais. pas eu entre 2014 et 2019. Parce qu'ils ont changé, justement, pour plus tomber sur. Il y a un truc. Celle de 2018, en gros, c'est 2019. Je crois, hein, je crois. Mais je ne suis pas certain. Chez les filles, c'est plus facile. 2006, je dirais que c'est l'Espagne et 2002, c'est la Serbie aux États-Unis. C'est 2002, les Yougoslaves, je crois. Aux États-Unis. Ou 2003, je ne sais plus, un truc comme ça. Les Coupes du Monde de ping-pong, voilà. Ah, ça n'existe pas, ça. Tiens, j'ai mon petit jeu que j'ai pas pu faire la semaine dernière que je vais vous faire vas-y. avec des vrais faux pour se quitter sur une note ludique, si tu veux, Antoine. Oui, let's go. Il y a absolument rien à gagner. C'est simplement pour le plaisir. Pour l'honneur. Voilà. Donc vrai ou faux, et ouais, c'est vrai ou faux, et il y a 2 questions avec sur les noms de famille, parce que je sais que vous aimez bien. Voilà. Vrai ou faux, Antoine et vous dans le chat. Kevin Garnett a joué contre les 2 meilleures équipes de l'histoire de la NBA. Vrai ou faux? Vrai. J'attends un peu savoir s'il y a des réponses. Faux, vrai, faux, faux. RIP Herbert Léonard. Herbert Léonard qui décède la semaine où Myers Leonard prend sa retraite. Eh bien, c'était vrai. En 1996, il joue contre les Bulls. Et en 2016 contre les Warriors, effectivement. Ouais, il était encore là. C'est ça. Sa dernière saison, je crois. Vrai ou faux? Paul Pierce est arrivé en demi-finale de la version américaine et junior de Rap Contenders en 1989. J'ose pas me prononcer sur ça. Ah, mais si c'est vrai, c'est incroyable. Faux. Ouais, personne ne croit en cette... C'est vrai, c'est exceptionnel. Faux, c'est le chat que demandait à Théo. En 89, il a 10 ans. Faux. Ah bah oui, c'est vrai, en 89, il doit être très jeune. Ouais. C'était effectivement faux. J'ai totalement inventé cette affirmation. Très beau, très belle invention, Shai. Il avait quel âge du coup? J'aurais peut-être mieux regardé quand même. Il devait être effectivement jeune parce qu'il est drafté en 98. 98, la draft de... Non mais il a peut-être même fait aucun... Il est né en 77, donc il aurait eu 12 ans. Junior, non? Rap Contender Junior à 12 ans. Rap Contender Junior, après... J'avais dû regarder quand je l'ai fait, tu vois. Attends, mais Rap Contenders Junior, déjà, ça existe? Absolument pas, j'en ai aucune idée, c'est totalement inventé. Voilà. J'allais dire, en fait, c'est là où on aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Par contre, Pierre, ça fait un super parcours au World Series of Poker. Je sais pas, la seule image qu'on a vue de lui, c'est quand il est bourré à table et qu'il drague ultra lourdement une meuf qui vient servir. J'allais faire une blague en disant il est allé loin parce qu'il a joué défoncé, mais je savais même pas qu'il était finalement... Ah, il était vraiment... Ah, si, il avait bien bu quand même, ouais. Les US, ils peuvent avoir des concours de tir pour enfants de 8 ans. Suivante. Sue Bird s'est déjà fait passer pour la nièce de Larry Bird. Ouais, c'est obligé ça. C'est sûr. Si j'étais elle, je l'aurais fait. Bon. Je l'aurais peut-être fait aussi. J'espère que c'est vrai. Vrai. Ah ouais, il y a consensus là. Ce serait triste que ce soit faux presque. Voire pire. Qu'est-ce qui peut être pire? Ça peut pas être... Vu l'écart d'âge, le mépris du basket féminin qu'elle exploite. Effectivement, c'était vrai. Elle avait raconté que quand elle était à l'école primaire et un peu au lycée, elle n'était pas connue encore, évidemment. Elle l'appelait Tonton Larry, Uncle Larry. Et d'ailleurs, c'était pas possible qu'ils soient de la même famille, puisque c'est pas le vrai nom de famille. Sue Bird, ça a été américanisé quand ils sont arrivés, quand ses grands-parents sont arrivés de Russie. Elle s'appelle Bourda, B2O-RDA.
Après, peut-être que Larry Bird aussi, sa famille a changé de nom, mais pas à ma connaissance. Une famille bien implantée dans l'Indiana. Donc c'était vrai. Suivante. J'ai déjà donné le coup d'envoi fictif d'un match de basket professionnel. Ouais, je pense que c'est vrai, moi. Je pense que c'est vrai. À Bourges ou à Villeneuve de... Ouais, Qu'est-ce que j'aurais foutu à donner un coup d'envoi à Bourges, mais bon. je sais pas, mais... voilà. Moi aussi, je dis un match de basket féminin. Mais pourquoi... Un match féminin, pourquoi est-ce qu'il m'aurait... Est-ce qu'il Je m'aurait sais pas. laissé... Pourquoi est-ce qu'on m'aurait laissé donner un coup d'envoi, même fictif? Après, c'est vrai, qu'est-ce que ça... Vrai en N3, Qu'est-ce que ça veut dire un truc fictif parce que t'étais le seul dans la salle. Si c'est un truc e-sport, c'est honteux. Non, mais je dirais En Pro B, allez. via le contact de quelqu'un. Au Téléthon. Ça aurait été marrant, mais non. Je sais pas, j'y crois, moi. Je choisis d'y T'y croire. crois, ouais. Eh bien, c'était vrai, effectivement. C'était où? En 2001, j'avais 14 ans, justement. Je pensais à ça. Et c'était effectivement en Pro B, un match De Saint-Quentin contre Rueil-Malmaison. Et c'est juste que j'ai gagné un tirage au sort. Et que j'ai pu aller au milieu, faire un semblant de coup d'envoi entre les deux équipes. Voilà. Donc t'as fait quoi? T'as fait l'entre-deux, quoi. Et tu fais semblant de lancer, ils font semblant de jouer le ballon, et puis voilà. Oui, c'était bien Saint-Quentin, les terres de Rudy Gobert, qui était tout petit à cette époque-là. Et j'ai pas gagné le tirage au sort parce qu'il y avait que moi, c'était entre les différents enfants qui avaient mis un ticket au début en entrant dans la salle. Et j'ai pas pris le shoot à 100 000, non, et ne vaudrait mieux pas parce que ce serait pas très concluant, je pense. Quoique, hein, après tout. Question suivante. Alors là, sur les deux dernières, c'est avec les noms de famille. L'un de ces noms de famille n'est pas celui d'une joueuse NCAA actuelle, d'accord ? Faut que vous me disiez lequel est faux et lequel est inventé. Amour, Citron ou Péniche. T'aurais pu faire Amour, Gloire et Beauté. Ça aurait été rigolo, mais Amour, Citron, Péniche. Il y a deux joueuses NCAA actuellement qui s'appellent avec deux de ces noms-là, et une qui est totalement inventée. Citron, Péniche, Péniche, Péniche. Le Péniche est populaire dans le chat. Moi, je dirais Amour. Péniche, c'est trop insane. Péniche écrit comment? Citron, c'est vrai. Fallait que je te fasse remarquer que tu avais mal parlé d'Auxerre la semaine dernière, Chai, et en tant que bourguignon pur jus, je me devais de te guirouxiser. Ah, j'ai mal parlé d'Auxerre, mais la seule fois où j'y suis allé, c'était. En plus, c'était pour une défaite de l'OM 1-0 avec un but de Pedretti. Terrible. Bon, et puisque Flo a donné la réponse, il y a effectivement Georgia Amour, meneuse de Kentucky, si je ne dis pas de bêtises. Sonia Citron, qui va être draftée très très haut, normalement. Ah, donc il n'y a pas Péniche. Il n'y a pas Péniche. Jenny Péniche, la fameuse. Il y a eu Tisha Penicheiro, par contre, qui est une des meilleures joueuses de l'histoire de la WNBA, d'ailleurs, une des meilleures meneuses en tout cas. Mais il n'y a pas de Péniche, effectivement. Mais il y a Georgia Amour, écrit A-M-2-O-R-E, et Sonia Citron, citron écrit comme le citron. Moi j'ai une nouvelle chouchou, moi. Ah, c'est Juju Watkins. Ouah, c'est facile. Non. Ouais, bah, c'est pas grave. Elle est forte, mais j'aime bien. Elle est forte et j'aime bien les gens forts. Non, je sais pas. J'aime bien ce qu'elle dégage. Bah oui, ça va, elle est juste monstrueuse. Elle est exceptionnelle, elle est grande, elle sait tout faire. Elle a encore 2 ans d'université devant elle. Elle et Caitlin Clark, c'est ça, moi, mais je vous laisse Paige Baker s'il n'y a pas de souci. Ah bah moi, pas de problème, je revendique Paige devant toutes celles que tu as citées là. Et Clark est fabuleuse, Watkins est monstrueuse, mais je préfère quand même Paige Baker. Voilà, c'est dit. Nouveau chouchou, Nikola Jokic. Ça, tu nous fais une petite Nabil Djelit avec Doncic. Je l'avais repéré il y a quelques temps. Peut-être, mais... Non, mais bien sûr, c'est relou je te charrie. Se présenter, Ah bah ouais, il lui reste... sa classe de draft, c'est 2027. Non, mais ça, c'est pas normal. Domine déjà. Ça. Ouais, bon, et puis pour les sous, il n'y a pas de problème. Ça cite Jean Alési et Michael Schumacher, là, ouf.
Moi, j'aime Angel Reese. J'aime pas Angel Reese pour le coup. Ah bah bravo. Pas du tout Angel Reese. Un petit dernier avec les noms. Alors là, c'est avec les prénoms, Antoine. L'un Ouais. de ces prénoms n'est pas celui d'un joueur NCAA actuel, d'accord? Il y en a deux qui existent et un troisième qui n'existe pas. Nick, écrit N-I-Q-E, comme le verbe niquer. La Baronne, écrit comme la Baronne. Ouais. Et Rothschild. Donc entre Nick, la Baronne et Rothschild, jeu de mots exceptionnel. Je savais que ça te plairait, enfin jeu de petite association. Lequel de ces prénoms, Nick, la Baronne, Rothschild, n'existe pas en NCAA cette saison? Il n'y a pas de Nick, nous dit lui. Il n'y a pas de la Baronne, nous dit Oblomov China. La Baronne James, la Baronne Nick. Je sais pas. La Baronne, j'y crois. Avec tous les DeAndre et autres. La Baronne. C'est quoi le dernier? Ouais, Rothschild. Moi, je vais dire Rothschild. Fun fact, Joe Biden s'appelle Robinette. Oui, nous le savions. Nick, c'est Dominique. Brownie la Baronne. Allez, je vais vous donner la réponse. Alors, il y a bien un Nick, écrit N-I-Q-E. Nick Clifford de Colorado State. Et alors, il se fait appeler comme ça. Hein. Je sais pas si c'est Dominique. C'est probable que ce soit Dominique, mais en tout cas, il se fait appeler Nick Clifford. Il y a bien la Baronne Philon, P-H-I-L-O-N, à Alabama. Mais il n'y a pas de Rothschild. J'ai complètement inventé pour faire l'association pourrie des trois. Voilà. Voilà pour ce Très bien. petit jeu rapide. C'était sur la Baronne, ouais, bah ouais. La Baronne Philon, apparemment, bon meneur d'Alabama. Seul endroit où il n'y a pas de Rothschild, ouais. Vous pensez que Jamichael Green, c'était que ses parents kiffaient le nom Jean-Michel, mais ne savaient pas l'écrire? Jean-Michel Green, ouais. Jean-Michel. Tu te rappelles qu'il y avait Le Bryant Nash aussi? Un mix de LeBron, Kobe Bryant et Steve Nash. Enfin, le mec s'appelle vraiment Nash, hein, mais par contre, ses parents l'ont appelé Le Bryant. Bryant. Compliqué. Voilà, pour cet instant ludique. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que vous voulez évoquer avant que nous rendions l'antenne et qu'on aille se coucher ou regarder, je sais même pas ce qu'il y a comme match cette nuit. Il y a les Lakers qui jouent contre les Pelicans, ça je sais. Ok. C'est un match qui m'intéresse. Il y a Orlando-Toronto, il y a Indiana-Houston, New York Golden State. Je ne sais pas si Curry va jouer, il est vraiment en boitant, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a Atlanta-Milwaukee, ça va être intéressant à suivre, ça peut être offensif. Minnesota contre Philadelphie, Chicago-Cleveland, il y a beaucoup de matchs, hein, comme tu peux le voir. San Antonio-Brooklyn, Phoenix contre les Clippers et les Lakers qui recevront les Pelicans. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs. Wouhou! Quelqu'un t'a déjà fait remarquer ton t-shirt? Bon, là j'ai un t-shirt des Lakers, mais oui, ça peut arriver. Ça commence quand la March Madness? Je crois que c'est le 18 mars. Si je dis pas de bêtises. Et Cooper Flag a fait un très gros match hier. 28-6-7 si je dis pas de bêtises. Très fort, très fort. Carton, le Cooper Flag. Dernière semaine de mars. En tout cas, il y a les qualifs, je crois, les matchs avec les dernières têtes de série, là, enfin avec les équipes les moins bien classées, je crois que c'est le 18. Mais à vérifier. De toute façon, comme je vous le disais en préambule, on fera encore des previews avec des experts de NCAA chez les gars et chez les filles. Où ça parlera notamment du coup de la chouchoute, maintenant on le sait, d'Antoine. Juju Watkins. Est-ce que tu sais qu'elle ne s'appelle pas vraiment Juju? Est-ce que vous savez quel est son vrai prénom? Je sais pas, mais Juju, j'aime bien. Juju, J-U-J-U. Eh bien, c'est Judia, J-U-D-E-A-H. Julia Watkins. Juliette Watkins, ça fait moins crédible, je trouve. Je rigole toujours devant le pseudo de Chimel Badi. Ça me fait rire à chaque fois. J'avais pas fait gaffe. On le connaît son pseudo, mais ça me fait quand même rire à chaque fois.
C'était vraiment le best pseudo de toute l'histoire de la Late Session et on en a eu quelques-uns qui étaient pas mal, mais Ah, les c'était JoJo's. vraiment le. Les JoJo's, c'était l'espèce de truc avec des têtes bizarres qu'on lançait près des murs, là, près du mur, là, c'est ça? J'ai un espèce de flash, là. Attends, les JoJo's. T'as pas connu ça, Antoine? Pas du tout. Pas du tout, que tu me racontes, de quoi tu me parles. C'est quoi? C'est les machins qui après descendaient ou qui faisaient comme des muscleurs et ça se tournait Non, là? je crois pas. Non, Les c'est osselets avec des têtes, ouais, c'est ça. C'est ça, attends. Mais comment est-ce que je peux trouver ça ça n'a sur rien à Google? voir avec ce que j'ai dit, effectivement. Non, non, mais ce que t'as dit existe, hein, mais là, quand on tape JoJo's, on tombe sur JoJo's Bizarre Adventure, l'animé, là, mais... Ah, JoJo's jouet. Attends, il y avait des têtes, genre... Ah, c'est ça. Ouais, c'est des osselets, en fait, bêtement. Avec des couleurs hyper flashy, là. J'en avais plein. Mais je sais même pas que ça se jouait comme les osselets, en fait. On voit l'âge. Oui, j'ai 37 ans. C'est ça. Les crados... Ah, c'était avant l'époque, les JoJo's? Moi, j'ai l'impression que l'époque, c'était encore plus vieux. Si l'époque, t'as connu, Antoine? Ouais, à l'époque, j'ai connu. Je l'ai déjà dit dans une session, je crois, mais j'avais une machine à Pog. Je pouvais créer, je pouvais imprimer, entre guillemets, appliquer l'image que je voulais, tu vois. Je sais pas, je prenais des trucs dans les Picsou Magazine, moi, tu vois, mais. Et après, paf, tu l'appliquais dessus et ça te faisait un Pog avec ce que tu voulais dessus. C'était incroyable. Je crois que j'en ai jamais eu, mais je me souviens que c'était à la mode. Antoine, il est déjà en train de grinder au basket à 5 ans. Non, mais j'étais à fond dans le foot, par contre. Moi aussi. Dès 5 ans, j'étais à fond dans le foot. Les crados, c'est quoi les crados? Les crados figurines, je regarde en même temps. Hein. Ah, ça a l'air plus élaboré quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Ok, je vois. Ah, il y avait de l'odeur, mon Dieu. Ouais, Ça a l'air chelou, votre histoire. Hein. Les détails étaient un peu plus... Ouais. Effectivement, c'est un marqueur de l'âge. Et les cartes, évidemment. J'avais les albums Panini de foot, avec les cartes brillantes, là. J'avais appris toutes les... Là, pour le coup, j'avais appris les dates de naissance des joueurs, le nombre de buts qu'ils marquaient et tout. Ah. Ouais, carte Panini, ouais, moi, c'était sur la Coupe du Monde 98, les premières. Là, j'étais à fond dedans. Mais je crois qu'ils avaient... Dans mon souvenir, ils avaient imprimé le truc avant que... avant qu'il y ait les effectifs définitifs, donc il y a plein de mecs qui n'étaient pas à la Coupe du Monde mais qui étaient dans le... Et Ibrahim Ba notamment était là, je me souviens un peu. Maintenant les figurines Jackie et Michel, là, peut-être pas, j'espère pas, alors sinon faut que j'aille vérifier dans la cour de récré de ma fille là, parce que... Parlons de foot, c'est quoi votre premier souvenir de foot? C'est quoi, Antoine, toi? Foot à la télé? Moi, c'est pas très compliqué. Moi, à 1 an, on mettait déjà les matchs de Lyon, mais évidemment, je m'en souviens pas. Donc déjà, je pense qu'à 1 an, t'es pas censé avoir le droit de regarder la télé, mais on me mettait déjà devant les matchs. Et mon premier souvenir de foot, c'est quand même la Coupe du Monde 98, le match d'ouverture, hein, Brésil. Non, quoique, il y a des matchs avant, du coup, parce que je pense que je me souviens, c'est fou, hein, mais je me souviens du but du Zidane contre l'Espagne quand ça ouvre le Stade de France. Mais j'ai pas vu le match. Mais ça doit être un de mes premiers souvenirs, parce que je me souviens des images du but. Parce qu'après, il y a les souvenirs, et t'as le moment où tu te rappelles d'avoir regardé le match. Moi, le premier souvenir, c'est 93, la finale OM Milan, mais je m'en foutais totalement du foot. J'avais 6 ans, mais je me souviens que mon père a fait un salto sur le canapé quand Boli marque, mais je regardais pas le match. Et par contre, moi, c'est vraiment la Coupe du Monde 94 où ce qui est très paradoxal, tu vas voir, aujourd'hui, je déteste en général les Brésiliens au foot. Ça me saoule, tu vois. Et puis même le côté possédé, évangéliste et machin, dès qu'ils mettent un but, ça me fatigue vite. Mais j'étais ultra fan du Brésil. Et le Brésil-Suède, où ils font 1 partout en poule, j'avais pleuré parce qu'ils perdaient à un moment. et je me souviens... T'avais quel âge? C'était en 94, j'avais 7 ans, ouais. Moi, en 98, j'ai 9 ans, mais je me souviens d'avoir regardé seul, enfin, je sais pas si j'étais seul à la maison, je me souviens pas, mais j'ai regardé le Écosse-Brésil, qui est le match d'ouverture de la Coupe du Monde 98. Et il y avait John Collins, titulaire pour l'Écosse, qui jouait à Monaco à l'époque, et qui s'appelle comme le joueur du Utah Jazz. Ouais. Exactement. Il y a une époque, j'aurais pu te citer quasiment tous les buteurs de la Coupe du Monde 98. Ouais, si vous voulez me tenter là-dessus dans une autre Late Session, mais je pense que
98. Je dois être pas trop mal sur la. Mais quand je dis tous les buteurs, c'est de tous les matchs. Ah ouais. Vraiment, je pense que. Oui, bah oui, Je pense que j'aurais été chaud aussi. Mais bon, j'avais 11 ans, donc là, je me souviens de tous les matchs. Mais... Pas mal de matchs où je me souviens de. En tout cas, les scores, je pense que je les ai quasiment tous. Il m'en manque peut-être quelques-uns, mais. Davor Šuker. Ouais, Davor Šuker, ouais, avec la Croatie. Et à savoir que ce qui est très drôle, c'est qu'en 98, j'étais même pas pour la France, à la base. Hein. Après, évidemment. Hein. Mais en finale, je voulais qu'on gagne. Mais avant, tout ça. Mais c'était ma phase Argentine, moi, par contre. Je suis passé du Brésil à l'Argentine avec Batistuta, mon joueur préféré all-time quasiment. Ouais, le but de Bergkamp, justement contre l'Argentine, qui est fabuleux. Quel but. Italie-Chili, 1 partout, je dirais, ou 2-2. 2-2 ou 1-1. 2-2. Le Chili, ils avaient une petite attaque. Salas-Zamorano. Salas-Zamorano, ouais. Incroyable. Je dirais 2-2 du coup, avec justement... Et ouais, c'est ça, 2-2. C'est Italie 1-1 ou 2-2. C'est sûr, c'est l'un des deux. Mais ouais, 2-2, tu vois, je l'avais. Et c'est marrant, moi aussi, comme toi, j'ai eu une grosse période d'Argentine. Alors, il y a eu Batistuta, j'aimais bien, et Ortega. Ariel Ortega, bien sûr. Ouais. Et après, dès 2002, 2-1 pour l'Argentine, pour l'Argentine-Angleterre. Et dès 2002, Hernan Crespo, c'était quelque chose aussi. Alors, et Pablo Aimar, Eric Aimé. Bon, bref, j'ai eu trop de joueurs argentins que je kiffais. Flo, la Belgique, je crois que c'est 2000, l'énorme board. Je crois que c'est l'Euro 2000. Avec, comment il s'appelle le gardien de Wild. Ah, je sais plus. Je crois que c'est 2000. Ouais, 2000, voilà, c'est ça. Il faut une boulette énorme avec le... Et il est montré dans les bêtisiers avec les commentateurs belges. C'était terrible comment ils se sont décomposés. C'était l'équipe de Marc Wilmots. Ouais, bien sûr. Il y avait sans doute Penza, Enzo Schifo. C'est le seul autographe que j'ai eu dans ma vie, Mpezza. Comment t'as eu ça? Parce que mon oncle, il s'est marié. Donc mon oncle, il vivait en Belgique et il s'est marié le même jour et au même endroit que Emile Mpezza. Ok, c'est beau. Donc il y avait Mbo et Emile Mpezza. Mais on m'a plus ou moins forcé à demander un autographe. Déjà à cet âge-là, j'étais pas trop en mode autographe. Et je l'ai évidemment perdu. Je sais pas ce que j'en ai fait. Il y avait peut-être le joueur de l'Olympique Lyonnais, Eric de Flandre aussi. Non, Angleterre-Argentine, l'Argentine gagne 2-1, hein, non? Non, ça finit au péno, ça. Ah non, c'est Michael Owen qui marque... Non. Attends. Mais non, c'est l'Argentine qui gagne le match. Oui, c'est l'Argentine. C'est parce que Beckham prend rouge. Ouais, Beckham prend rouge. Moi, j'aurais dit 2-1 en prolongation. Déjà, il y a Lopez qui marque pour l'Argentine, si je dis pas de conneries. Claudio Lopez. Ouais, putain, non, ça finit au péno. Ah non, mais vous avez raison. Ok, ça finit au péno. Le goal, c'était... Voilà, comme quoi, mes souvenirs sont plus aussi bons. J'aurais dit 2-1, mais... Le goal, c'était Roa. 2-2. Il y a Owen, il met son but. Ok, c'est Shearer qui marque. Shearer, il marque contre l'Argentine? Sur péno, alors. Pour moi, il y a un partout. Rouge. Putain, je sais plus. On va regarder pour pas dire de conneries. Ouais, moi aussi, je regarde. Batistuta et Zanetti. 2-2. Ah ouais. C'est pas. Il marque pas Lopez. Lopez, c'est contre les Pays-Bas, pardon, autant pour moi. C'est Batistuta et Zanetti. Et effectivement, Shearer sur penalty et Michael Owen. Je m'en souvenais plus. Je me souviens du but magnifique d'Owen. Bah, tu vois, comme quoi j'ai... Ouais, non. Ouais. Il y en a sur lesquels je vais avoir des limites. La fripouille a appelé son fils Gabriel. Petit, je me disais, j'arrêtais pas de dire, si j'ai un fils, je l'appelle Gabriel. Puis après, j'ai changé d'idée, et puis j'ai pas eu de fils. mais je comprends. Après, mes autres joueurs préférés, Didier Drogba, j'aurais pas appelé mon fils Didier, je pense. L'exclusion de Beckham. L'équipe du Nigeria était magnifique d'ailleurs. J'aimais beaucoup le Nigeria. Déjà très vite, c'est marrant. Mais énorme, ouais, c'était prédestiné à finir avec une Nigériane. Ouais, toujours aimé. C'était vraiment, ça a toujours été mon équipe en Afrique, c'était le Nigeria. Quoi. Ouais, c'était l'équipe des jeux vidéo par contre. C'était exceptionnel. Tu disais Babangida qui a 99 en vitesse. Tu mettais des cachous avec Okocha, des frappes sous la barre. Babangida, Ikpeba, Sunday Olysée, Taribo West, Nwanko Kanu. Ouais, Roufaille au goal. Oh, ça j'aurais été incapable. Yekini, Taribo West, ouais. Taribo West. Aujourd'hui, Taribo West, c'est le nom d'une coiffure au Nigeria, donc parce que justement, je vois Best Coiffure. En fait, si tu te fais la coiffure de Taribo West, on va t'appeler, on va dire, on appelle ça une Taribo West, quoi. Je vois. Qui apparemment, selon des sources auxerroises, avait 4 ans de plus que l'âge avec lequel il jouait quand il jouait en Ligue 1 Auxerre avant d'aller à l'Inter Milan. Pas surpris. Didier Mamou, j'avoue.
Pour un petit garçon, c'est pas très moderne, quoi. Et Ouais. si, je pense qu'il est trop tard, Sirius, je t'assure, hein. Parce que là, je vais avoir une petite fille et je pense pas qu'après, je pense pas qu'on remette le couvert. Et elle s'appellera pas Gabrielle. Ni Didier d'ailleurs, soit dit en passant. Ni Caitlyn, ni Juju. Oh, Juliette, elle aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais non. Yes. Paige. Ah non, c'est pas Paige. Paige Mamou, ça fait bizarre. Hein. Ah, Gabi pour Gabriel. Taribo. Taribo Mamou. Magnifique. Très bien. Sur cette interlude patronymique et puis footballistique, évidemment, parce que une late session sans souvenir de football, c'est pas une late session. Exactement. On va se laisser là-dessus. Merci encore d'avoir été aussi nombreux avec nous, d'avoir compati cette veillée funèbre, funeste pour les fans des Mavs. Passez une très très bonne nuit. On se retrouve de toute façon demain matin. Hein. Si vous n'avez pas envie de dormir, vous pouvez regarder notre podcast qu'on a fait tout à l'heure sur les Lakers. Si vous en avez marre qu'on parle des Lakers, n'allez pas le regarder, mais c'est quand même plutôt intéressant. Je préfère vous prévenir. Voilà. Yes. Allez, passez une bonne nuit. À demain matin dans le CQFR et à la semaine prochaine pour une live session. Bonne nuit. À demain. Ciao, ciao les gars. Ciao. Le streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors.